Ceux qui souhaitent découvrir des contenus inédits liés au podcast peuvent les trouver sur notre compte Instagram. Si vous avez envie de mieux me connaître, vous pouvez trouver des contenus plus personnels sur Telegram. Tous les liens au réseau sont disponibles dans la description. Je suis Lucas et ça c'est One More Time. Dans cet épisode, nous aborderons des sujets sanglants et délicats. Donc, je recommande l'écoute uniquement à un public adulte. Comme je le dirai dans quelques secondes, nous parlerons d'antichristianisme, des bêtes de Satan, mais surtout, nous parlerons avec une personne repentie. Sinon, je n'aurais jamais pu avoir une conversation de ce genre. Je vous demande donc d'écouter l'épisode jusqu'à la fin, sans jugement, en évaluant chaque passage. Je vous souhaite une bonne écoute. Merci. Quando appaio in video sono sempre sbarbato, con gli occhiali e il cappellino perché dove abito non mi hanno mai riconosciuto. J'ai toujours eu un grand sentiment de culpabilité. Mais je ne me suis jamais senti comme un monstre. Je suis entré dans le rôle du monstre. Jouer le rôle du monstre, c'est extrêmement difficile. C'est quelque chose qui demande un niveau de résistance. Ça te pousse aussi à réagir, à te confronter à toi-même. Mais quand les gens, ou même tout un pays, te considèrent comme un monstre, y compris ceux qui t'entourent, tu vis dans une bulle. Tu portes cette armure, ce masque, qui soit t'écrase à jamais, soit tu dois trouver la force de l'enlever. Parce qu'à un moment, ce qui peut arriver, c'est que tu commences toi aussi à croire à ce masque, à penser qu'il fait vraiment partie de toi. Tu commences à te voir toi-même comme un monstre. Et là, c'est fini. Mais si tu es conscient de ne pas l'être, tu ne dois pas le porter. Et c'est possible. On peut enlever ce masque. Les gens jugent selon ce qu'ils voient. Bonjour Salut. Mario. Alors je vais commencer par une petite introduction. Je ne t'aurais jamais interviewé si je ne savais pas et si je n'avais pas ressenti ton repentir. Tu as fait une pré-interview, comme tout le monde. J'ai voulu la voir, j'ai voulu comprendre la manière dont tu abordais les thèmes, la personne que tu étais devenue. Et moi, je crois que le plus grand patrimoine qu'un être humain puisse avoir, c'est sa réputation. Donc, peu importe ce que quelqu'un a fait, d'ailleurs, toutes les choses dont on va parler, tu as commencé à l'âge de 14 ans, mais c'est toi qui le raconteras mieux. Tu étais totalement inconscient, drogué, tous les jours, pendant de très nombreuses années. Moi, je pense que quand une personne comme toi a pris 19 ans, et qu'évidemment, avec la bonne conduite, tu en as purgé presque 14, eh bien, tu as eu beaucoup de temps pour réfléchir. Bien sûr. Tu as eu beaucoup de temps pour mûrir ce que tu as fait. Certainement. Je pense que tu es une personne différente aujourd'hui et je crois que tout le monde mérite une seconde chance dans la vie. Parce que quelqu'un qui a fait quelque chose et qui a payé pour ce qu'il a fait, si on le pointe du doigt toute sa vie pour ce qu'il a été, il finira soit par recommencer, soit par mettre fin à ses jours, parce qu'il n'aura plus de place dans la vie de tous les jours, dans l'univers que chacun de nous habite. Et donc je pense que tu as fait partie de ces personnes qui doivent absolument se reconstruire, redonner de la valeur à leur patrimoine, donc à ta réputation. J'ai ressenti beaucoup d'empathie en écoutant ton histoire et j'ai vraiment envie que les gens puissent te connaître. Moi aussi d'ailleurs, j'ai envie de mieux te connaître parce que c'est la première fois qu'on se parle. Alors je crois que tu connais One More Time. Oui, j'ai vu quelques épisodes. On commence depuis le début. Le début, c'est où tu es né, dans quel contexte familial, quand tu es né, et on arrive jusqu'à aujourd'hui. C'est la première fois, certes, mais... Et je respecte ça. C'est la première fois que quelqu'un, même des gens de la scène urbaine, des milieux où par esthétique ou par habitude, ils portaient toujours des lunettes de soleil, je leur ai toujours demandé de les enlever. Parce que c'est une interview de l'âme, une interview de la personne. Du coup, ça me fait bizarre de ne pas pouvoir te regarder dans les yeux, mais je respecte ton moment, je respecte ton choix, et justement, je te remercie de te mettre en jeu, parce que je sais que tu es venu ici pour raconter ce que tu n'as peut-être jamais raconté avant. Alors on commence depuis le début. Quand tu es né, où et dans quel contexte familial ?
Alors, si tu veux, je peux commencer justement par ce que tu viens de dire. Moi, souvent, surtout ces derniers jours, à cette période de ma vie, quand j'étais interviewé, je portais toujours des lunettes de soleil et une casquette, comme une sorte de protection personnelle. Mais puisque nous abordons justement ce thème de renaissance, je veux montrer que je n'en ai plus besoin. Je ne m'y Dans attendais cette pas, merci interview, beaucoup. je n'en aurais pas besoin. Merci beaucoup. Ce changement d'âme et de tenue, vous pouvez le voir sur YouTube, malheureusement pas en audio. Mais là, en ce moment, je peux vraiment te regarder dans les yeux. Alors, on commence par ta naissance. Quand et où tu es né? Je suis né le 15 avril 1980 à Milan. J'ai vécu et grandi jusqu'à mes 15 ans à Cologno Monzese, donc en périphérie de Milan. Ce n'était pas un quartier facile. Disons que ceux qui y habitaient, à l'époque, savent de quoi je parle. Et je viens d'une famille de travailleurs. Fils unique? Non, j'ai un frère, Plus grand ou plus petit? plus âgé de 2 ans, donc presque du même âge. Mais à l'époque, 2 ans, ça se ressentait comme 20. J'ai grandi dans une famille d'ouvriers, c'est-à-dire des gens simples. Mon père, il était plombier électricien à son compte. C'était un grand travailleur. Ma mère, elle, travaillait aussi comme esthéticienne, puis elle est devenue chef cuisinière. Mon rapport avec eux, depuis tout petit, était du côté de ma mère très protecteur. Super protecteur. Un peu comme les femmes du Sud d'autrefois. Et mon père, par contre, j'ai eu un très beau rapport avec lui. C'était une personne très bonne, très calme, posée. Mais je le voyais le matin, puis je ne le revoyais plus jusqu'à 9h du soir. Il travaillait énormément. Ça m'a toujours un peu manqué. Mais il a toujours été un excellent père. Et il ne nous a jamais rien fait manquer. Il s'est toujours donné à fond. Qui commandait à la maison? Ma mère. Ok. J'ai toujours vu ma mère tenir la situation en main. Pas que mon père soit sous le contrôle de ma mère, mais disons que c'était elle qui avait plus le contrôle de la famille. À mon avis, du point de vue des enfants, c'était surtout elle. Très présente, très protectrice. Elle se faisait entendre. Tu recevais beaucoup de câlins quand tu étais petit? Normal. Normal, ça veut dire que tu en recevais ou pas? Oui. Tu te souviens des caresses? Tu te souviens d'un « je t'aime » de la part de l'un ou des deux? Eh bien, là, selon moi, c'est aussi une question d'époque. Je ne sais pas, avant c'était... Peut-être que c'était un peu plus difficile de faire ce genre de choses. Peut-être parce que mes grands-parents venaient d'une autre époque, ceux qui ont élevé mes parents. C'était une époque beaucoup plus sévère. Ils revenaient de la guerre. Du coup, peut-être que ces choses-là manquaient un peu. C'est toujours ce que j'ai pensé. À l'époque, ça me semblait normal. Donc, peu d'expression d'amour. Pas trop. Ok. Pas trop. Il y avait surtout ce facteur de surprotection de la part de ma mère. Donne-moi un exemple de superprotection, parce que ça peut être agréable ou ça peut sembler envahissant. Du coup, je ne comprends pas où est la limite. Alors, quand j'étais petit, je prenais ça comme de l'envahissement. Surtout quand j'ai commencé à avoir 11, 12 ans. Je voyais déjà ça comme un peu envahissant. Je peux te donner un exemple. Genre, quand je devais sortir. Oui. C'était l'hiver. Je devais mettre, je ne sais pas, 3 pulls, un pull de plus que la température réelle qu'il faisait. Où tu vas, où tu ne vas pas. 100 000 questions. Ce genre de choses. Ok. Très présentes. Mais pas des marques d'affection envahissantes, genre elle t'appelait mon amour devant tes amis. Non. Tu avais honte ou elle Non. t'embrassait devant tes amis. Non, elle avait l'habitude de crier. Ça oui. Et ça t'humiliait, tu te sentais Moi, oui. que tu faisais une mauvaise impression aux Bien autres? sûr. Avec mes amis, c'était un peu... Oui, ça me dérangeait. À quel âge? L'âge du collège, donc vers... Disons 11, 12, entre 13 ans. 11 et 14 ans. C'était l'âge, disons. Je me souviens, quand j'étais dans le jardin de la copropriété, peut-être en train de jouer avec des amis, et ma mère se mettait à crier pour m'appeler, même juste pour venir déjeuner. Ok. Elle criait ou pour me gronder, oui. Mais c'était quelque chose de très théâtral. Tu la craignais? Ma mère, à l'époque, oui. Est-ce qu'elle te battait?
Oui, 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 oui. J'en ai reçu. Et à l'époque, c'était courant. C'était des méthodes utilisées. Ce n'était pas excessif. Il y avait la claque quand il le fallait, quand je faisais vraiment une bêtise. Oui, ça arrivait. Mais tu la crains encore? Je veux dire, cette peur que tu avais, est-elle restée aujourd'hui? La relation a changé? Non, la relation a changé. Évidemment, oui, oui. Même en tenant compte de tout ce qui s'est passé, ça a beaucoup changé. Parce qu'après cette période du collège, la relation est devenue un peu conflictuelle. Il fallait absolument que je me rebelle. J'ai eu l'effet contraire avec ma mère à cause de cette attitude. Je me souviens, lors de la pré-interview, avoir entendu un événement où quelque chose a commencé à se briser en toi par rapport à ta croyance, par rapport, dans ce cas, je ne sais pas si c'était l'Église ou tout simplement l'être humain autoritaire. Il se passe un événement où tu commences à avoir une lecture du monde ou de ce moment-là qui n'est pas banal. Que s'est-il passé? Alors, c'était un fait précis. C'était contre les religieuses et les prêtres, c'est-à-dire l'institution Église. Je me souviens qu'à la maternelle, donc j'avais un âge, j'étais très petit. Je ne me rappelle plus si j'avais 4 ans. Un ami et moi, on a fait une bêtise. Il me semble qu'on avait, dans un regard d'égout ouvert, on a dévissé une valve et tout s'est inondé, tu vois. Je me souviens de cette religieuse grande, avec une moustache, qui, pour punition, m'a pris devant tout le monde, m'a baissé le pantalon et m'a donné une fessée. Sur le moment, j'étais très petit. Je l'ai vécu un peu comme un traumatisme. Puis en grandissant un peu plus, j'ai commencé à avoir un peu plus d'aversion pour ce monde-là. Tu l'as raconté à tes parents quand ça s'est passé ou pas? Mais je me souviens que cette chose-là, à l'époque. C'était normal. Oui, c'était considéré comme... Un moyen de discipline. Oui, une punition qu'on pouvait infliger. Moi, je l'ai très mal vécu. Mais sur le moment, je m'en suis pas trop rendu compte. C'est quelque chose qui a grandi avec le temps. Cette chose, on se souvient rarement de moments comme ça, ou plutôt on comprend rarement que ces moments ont eu une signification plus importante. Quand as-tu découvert que ce moment était à l'origine de beaucoup de choses qui se sont passées ensuite? Je l'ai découvert quand... J'étais dans une période très difficile pour un garçon, celle où tu finis le collège et tu dois choisir le lycée. Donc, il y a ce changement de vie, tu vois. Et mes parents ont pris la décision pour moi. Ok. Ils ont décidé que je devais aller dans cette école de prêtres, les Salésiens. Et là, je l'ai pris comme un défi. Parce qu'à l'époque, c'était « ils vont te mettre dans le droit chemin maintenant ». J'avais déjà eu quelques épisodes d'aversion envers l'Église. Justement, parce que cet épisode passé grandissait en moi comme une haine. Tes parents croyaient en Dieu? Mon père, non. Ma mère, si. Elle t'emmenait, à toi et ton frère, à l'église le dimanche? Oui, j'ai fait le parcours classique de cette époque. Oratoire, Le baptême, la première communion. catéchisme, toutes ces choses-là. Je les trouvais déjà très lourdes. Je trouvais déjà ces choses lourdes. C'est là que commençait à grandir le souvenir de ce qui m'était arrivé à la maternelle. Donc, j'abordais le sujet des prêtres ou de l'Église. Je le ressentais vraiment lourd. C'était comme un poids énorme que je ne pouvais pas... Mais tes parents décident ce parcours contre ta volonté parce qu'ils savaient déjà que tu ne voulais pas y aller. Pourquoi ils font ça? C'est comme s'ils voulaient, justement, comme tu l'as un peu dit, te redresser, mais de quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu avais fait? J'étais très rebelle, très agité, comme... Et puis, ils avaient vu en moi ce problème, peut-être. J'avais un peu d'aversion envers ce monde-là. Et donc pour eux, t'envoyer là-bas, ça aurait peut-être, fait comprendre mieux ce que c'était? Ça a du sens, bien sûr. Ça a du sens parce que c'était la période où j'avais découvert le métal. À quel âge? 11 ans. Ok, donc on parle de la 6e. Exactement. C'est arrivé par hasard. J'écoutais la radio. Ok. Et soudain, il y a ce morceau de Metallica. À l'époque, je n'avais jamais entendu un truc pareil. Et ça a allumé un feu en moi, à tel point que je continuais à demander autour de moi, à ceux que je connaissais, s'ils connaissaient ce groupe, à me procurer un CD.
À l'époque, mes parents avaient remarqué mon intérêt. Et pour ma confirmation, ils m'ont offert un CD de Metallica. Et depuis ce jour-là, je ne m'en suis plus détaché. C'était quelle radio, tu t'en souviens? Non. C'était une radio locale? Oui, Et c'était quel morceau? Enter Sandman, de l'album Black. Ok. Ça m'a littéralement conquis. C'était... Tu ne comprenais pas les paroles, mais tu aimais les sons. Oui, absolument. Tu aimais ce rythme, tu ressentais de la rébellion. Oui, oui, oui. Et ça, où est-ce que ça t'a mené? Restons à l'époque du collège, Oui, 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 avant oui. le choix de tes parents. Où est-ce que ce genre d'écoute t'a conduit? Alors, tout d'abord, ça m'a amené à m'intéresser à un instrument de musique. À l'époque, toujours sur la décision de mes parents, je faisais de l'athlétisme. Tout le collège. Ok. Je le faisais même à un niveau compétitif. Avec ton frère? Oui, ensemble. Et je dois dire qu'on obtenait aussi des résultats. On était presque toujours sur le podium. À chaque compétition. Je n'avais pas de spécialité fixe. Je courais les sprints, mais je faisais aussi du saut en hauteur, du saut en longueur, un peu de tout. Tu aimais ça? Au début, ouais, j'étais enthousiaste. Mais ensuite, quand j'ai découvert ce genre musical, mon attention s'est portée sur l'instrument. Je voulais jouer de la guitare. Je ne m'intéressais plus à l'athlétisme. Et là, j'ai un peu déçu mes parents, tu vois. Peut-être qu'ils avaient des espoirs en moi, comme athlète. Mais moi, je n'y prêtais plus attention. Je ne cherchais que la guitare. Ensuite, mes intérêts se sont aussi tournés vers l'ésotérisme. Peut-être en opposition au monde de l'Église, qui était quand même imposé. À l'époque, c'était très présent ce truc-là. Ils te le mettaient dans la tête d'une manière ou d'une autre. Tu devais croire, sinon tu étais bizarre. Voilà. Okay. En opposition à ma pensée, contre la pensée institutionnelle de l'Église, j'ai commencé à chercher un autre type de lecture. C'est venu presque automatiquement. Le premier intérêt était ce que, habituellement à cet âge, c'est les séances de spiritisme, grâce à un film d'horreur que j'avais vu. Maintenant, je ne me souviens plus du titre, mais c'était un film où on parlait de la planche Ouija, tu sais. Ils invoquaient un esprit avec cette planche, avec des chiffres et des lettres, et ce film m'avait passionné. Je voulais faire pareil. Je voulais chercher les esprits, j'avais commencé à croire aux esprits. Le premier pas a été d'aller à la bibliothèque de Cologno, chercher des livres qui parlaient de ce sujet. Ensuite, je n'avais personne pour me conseiller. J'allais justement te le demander. À l'école, il y avait les classiques ragots, tu sais, celui qui entendait une histoire. Oui, lis ça, mais ils ne m'ont jamais vraiment introduit dans ce monde. Ensuite, ne sachant pas où chercher, je suis tombé sur les livres de Lovecraft. Disons que c'était des lectures grosses pour mon âge, parce que Lovecraft avait une connaissance approfondie dans plusieurs domaines scientifiques. Au début, ces lectures m'emmenaient dans le monde de l'horreur, parce que ces récits étaient là-dedans. Mais il y avait bien plus, je m'en rendais compte, même si je ne le comprenais pas encore totalement. Il m'a amené à Poe, Alan Poe, et puis ça m'a conduit, toujours dans ma recherche, à la bibliothèque, à Allan Kardec. Là, j'ai trouvé justement l'écrivain qui traitait de l'inventeur de la planche Ouija. Et donc, tu étais de plus en plus attiré à dire « je veux essayer ». Bien sûr. Pour moi, c'était le maître, parce qu'il parlait de ce monde comme je l'aurais voulu. À travers ses lectures, j'ai trouvé un manuel, un guide pour agir, pour entrer dans ce monde. Ce monde devenait de plus en plus réel, parce que je trouvais confirmation en lui, en voyant qu'une personne comme lui, au XIXe siècle, avait traité ce sujet aussi largement, aussi profondément. Pour moi, c'était réel, parce que lui était plus que moi, évidemment. C'était une personne très crédible, du moins à mes yeux. C'était une personne très sérieuse, toujours selon la perception, parce qu'en réalité, dans le monde, Kardec n'était pas vu de manière aussi favorable. Kardec, le spiritisme, donc, se connecter avec les morts et parler aux esprits. Quel était le but? Qu'est-ce qui t'attirait? Où voulais-tu arriver? Mon but était de détruire la croyance chrétienne. Puisque je voyais une négation dans ce monde quant à l'existence possible d'une autre réalité plus large. Je me sentais comme un explorateur, quelqu'un qui découvrait quelque chose,
et des confirmations que ce monde était faux, le monde chrétien. Et cela m'a vraiment donné la poussée pour aller toujours plus en profondeur. Donc tout cela, plus que la séance de spiritisme pour parler à ce moment-là avec l'au-delà, c'était plutôt d'avoir des arguments concrets pour démonter ce qu'était l'Église, donc pour pratiquer ton antichristianisme. Exact. C'était plutôt ça le point. Exact, oui. Et donc quand tes parents t'ont proposé les Salésiens, je voulais arriver aussi à ça, pour toi ça a été... Ok. Et en effet, quand je suis rentré chez les Salésiens, j'étais en section de technicien électronique. D'ailleurs, ce n'était même pas un choix de ma part. C'était une école uniquement pour garçons, très stricte. À l'époque, les prêtres levaient la main comme méthode coercitive. Cela était même soutenu par les parents des élèves. Moi, je voyais ça très mal, évidemment. Je me souviens même que je me présentais plusieurs fois chez les Salésiens avec des sweat metal, avec les classiques crânes, du sang, et même plusieurs fois avec un crucifix à l'envers. Un vrai geste de défi, pantalon déchiré, la tenue classique du métalléro. Et comment étais-tu accueilli? Mal. En fait, je me souviens que le prêtre principal, le plus sévère, m'avait déjà repéré. Il m'avait déjà dit « Tu vas voir ce qui va t'arriver. Enlève ces choses-là. » Il m'avait déjà... Ce qui était un peu ce que je voulais aussi. Peut-être aussi pour attirer l'attention. C'est là où je voulais en venir, dans le sens que tu avais quand même des amis à cette époque. Tu voulais attirer l'attention dans quel but? Parce que parfois on veut attirer l'attention quand on est seul, que personne ne nous valorise ou ne nous considère. Alors on veut montrer qu'on mérite d'être remarqué, qu'on a quelque chose à dire. Oui, exactement. Quelle était ta mission? Quelle était ta pensée à ce moment-là? Alors, il faut dire, pour faire un petit pas en arrière, à propos des amis, avant d'aller aux Salésiens, j'avais mes amis de l'école, puis ceux de la copropriété, classique de l'époque, et j'avais un ami en particulier qui partageait avec moi la passion pour le spiritisme. En fait, les premières séances spirites, je les ai faites avec cette personne. À quel âge? Entre 12 et 14 ans. Quand je suis allé aux Salésiens, je ne l'ai plus fréquenté parce que j'allais à l'école là-bas et j'ai perdu contact avec lui. D'accord. Donc, j'étais dans une situation où il y avait trop de changements quand je suis allé aux Salésiens. Parce que l'école changeait, les amis changeaient. Ensuite, c'était à cheval sur un changement, aussi un déménagement, car je suis passé de Cologno à Brugherio. Tu as 14 ans en ce moment-là? Oui. Ok. Cette période était très importante pour moi. Je suis parti du mauvais pied. Exactement le contraire de ce que j'aurais voulu faire. Mais en réalité, je n'avais pas d'idée claire. Et c'est aussi pour cela que mes parents ont pris la décision à ma place. Parce que je ne me décidais pas à choisir l'école. Même parce que si j'avais choisi, je ne sais pas, le lycée classique, non, ça n'allait jamais. Parce qu'au collège, j'étais rebelle. Et je n'avais pas les meilleures notes, disons. Je ne travaillais jamais. Mais t'as fait des conneries, en particulier pendant le collège, qui ont poussé tes parents à vouloir reprendre fermement les commandes, ou tu étais juste un ado rebelle qui disait des gros mots, se battait, faisait quoi? Quelques bagarres, oui. Quelques bagarres. Et puis quelques petites évasions, disons, hors du quartier. Je rentrais le soir et ils ne savaient pas où j'étais allé. Parfois avec d'autres amis, pour jouer un peu au rebelle. Mais ils te laissaient sortir le soir? Non. Tu fuguais ou tu rentrais juste tard après la journée? Exactement. Je faisais ça. Ok. C'est arrivé quelques fois. Et puis quelques bagarres dehors. Mais ce n'était pas extrême. Il n'y avait pas encore de vrais problèmes à cette époque-là. Mais les bagarres, quel était le but? Tu voulais montrer aux autres que tu étais un dur pour être accepté, avoir une place dans la société? Ou c'est parce que tu bouillonnais intérieurement et que tu ne savais pas gérer tes émotions? Pourquoi tu te battais? Parce qu'à l'époque, être métalleux, ce n'était pas facile. C'est-à-dire qu'on se moquait de toi? Bien sûr, le mec qui allait en boîte était accepté. Si tu étais différent, tu devais t'imposer, sinon on t'écrasait. Les moqueries commençaient. « Mais comment tu t'habilles ?» Plein de trucs liés à l'ignorance de l'époque. Quand tu te baladais habillé en métalleux,
Tu étais seul ou accompagné? La plupart du temps, j'étais seul. J'avais quelques amis. Mais eux ne s'habillaient pas comme moi. Il n'y avait qu'un seul ami qui s'habillait comme moi. Et quand tu étais avec eux, tu leur parlais de tes idéaux? Oui, oui, absolument. Surtout des séances de spiritisme. J'essayais toujours de les impliquer. Donc tu essayais de rassembler de nouvelles personnes pour en faire Exactement. avec toi? Et t'as réussi? Oui, oui. Oui, oui, oui. Je me souviens qu'à l'époque, on a fait pas mal de séances de spiritisme. Parfois, il ne se passait rien. Parfois, il se passait quelque chose. Je me rappelle qu'on utilisait des enregistreurs audio branchés à des écouteurs pour capter des sons, ce genre de choses. C'était une période que j'aimais beaucoup. C'était stimulant. Je me sentais plongé dans un mystère, toutes ces choses-là. T'avais quel âge quand t'as fait ces premières séances dont tu Pendant parles? les années collège, toujours. Raconte-moi une séance. Où ça se faisait? Dans un endroit sombre, en plein air? Je vais t'en raconter une en particulier, où il s'est passé quelque chose que je n'ai jamais su expliquer. Il y a sûrement une explication scientifique, bien sûr. Mais dans mon immeuble, il y avait les garages, les box, où on mettait les voitures, sous la cour. La cour en bas était immense et assez sombre. Alors nous, on descendait là-dessous et on trouvait des petits locaux ou des recoins. Et c'est là qu'on faisait nos séances, qu'on enregistrait. Je me souviens que dans un cas, on utilisait la planche Ouija. On était là à se disputer un peu. « Non, c'est toi qui as bougé la pièce. Mais non, c'est toi. Ça ne marche pas comme ça. » Puis quelqu'un a dit « Bon, maintenant, faisons-le sérieusement. » La phrase classique « Invoquons une entité positive. » Blablabla. T'avais appris tout ça dans les livres? Exactement, un peu. Je faisais un peu le médium, disons. Donc c'est toi qui conduisais la cérémonie? Simplement parce que je lisais le livre. Alors j'étais devenu celui qui en connaissait. savait plus que les autres. Voilà. À un moment, je me souviens que tout le monde regardait vers l'éther. Il y avait un rayon de lumière qui descendait d'en haut, qui faisait un effet de brouillard, comme une petite poussière dans l'air. Tu vois? Il s'est créé une sorte de vapeur violacée. À ce moment-là, on a tous fui en courant, parce qu'on a tous vu ce truc-là. Peut-être qu'on est tous entrés dans la même illusion optique. Quand on fait une séance, on garde les yeux fermés? Non, mais l'important, c'est d'être relié par les mains. Donc chacun doit avoir un contact avec la personne, à sa gauche et à sa droite. Dans ce cas, tout le monde touchait la pièce, avec les doigts. Ok. On avait l'impression qu'il fallait regarder vers le haut. Et une sorte de visage est apparu. C'était vraiment inquiétant. On a eu une peur bleue. On a tous pris la Vous fuite. étiez combien? 6, 7. Vous avez fui, ça veut dire que tout le monde a eu peur. Et toi, comment vivais-tu ces moments de peur? De Comme des l'excitation. confirmations? De l'excitation. De la peur, mais de l'excitation. Ok. Il y avait toujours cette zone grise. Mais est-ce que c'était vrai? Pourtant, on l'a vu. Alors, j'étais le premier à pouvoir dire « Vous avez vu? Vous avez eu la preuve que ce monde existe. » Est-ce que les 5 autres sont revenus pour en faire d'autres? Oui, puis petit à petit, quand on avançait, ils devenaient de moins en moins nombreux. Parce qu'il s'est passé un fait encore plus frappant en avançant? Toujours pendant ces Ça 3 s'est années? passé. J'étais allé plus loin lors de quelques séances. Je me souviens qu'on avait commencé à faire les séances, non plus avec la pièce, mais les séances classiques, main dans la main, sans la planche. En se tenant la main les uns aux autres? Oui, je faisais le médium. Donc tu étais le seul à parler? Exactement. Je devais faire entrer l'esprit, l'évoquer en moi. Et je me souviens qu'il y avait eu une phrase où les autres m'ont dit « Regarde, ton visage a changé. Et tu as dit des paroles. » T'étais entré en transe, tu ne t'en souviens pas? Exactement. Tu consommais de la drogue? Non, pas encore à cette époque-là. Personne parmi vous? Personne parmi nous. On était trop jeunes. Donc vous viviez ce dont tu me parlais de manière lucide. Et donc pour toi, c'était une confirmation supplémentaire. Oui, Puis qu'est-ce qui se passe? assez d'épreuves. C'est-à-dire, l'épreuve tangible était terminée. Il y avait eu ces 2 ou 3 épisodes, et puis c'est tout. Mais moi, je voulais continuer. Ensuite, les autres se sont éloignés. C'est arrivé à la fin du collège. Comment fait-on pour monter le niveau? Je veux dire, tu disais que tu voulais aller plus loin, encore plus en profondeur. Faut-il faire d'autres lectures? Y a-t-il des rites qui peuvent te conduire à des réponses plus puissantes? Comment on fait pour monter la mise? Dans ce cas-là, je devais encore faire le médium.
pour essayer de faire entrer cette entité en moi. Ça semble fou dit comme ça, non? Mais à l'époque... C'était ce que tu pensais à ce moment-là. Mais l'objectif, c'était toujours d'avoir des arguments pour s'opposer à l'Église? Ou est-ce que tes objectifs avaient changé à ce moment-là? Il y avait l'idée de démonter l'Église. Mais en plus, il y avait le contact avec cet autre monde, découvrir cet autre monde, qui selon moi existait de plus en plus. Les contacts se sont arrêtés. Je n'avais plus personne, sauf cet ami à moi, qui pouvait participer avec nous. Et face à ce changement radical que j'ai eu avec l'école, j'ai un peu abandonné les séances de spiritisme et je me suis concentré sur la musique et la rébellion contre les prêtres. Parce que c'était ce que je vivais à ce moment-là. Et à l'époque, après la phase des séances de spiritisme, qui étaient les premières expériences, je me suis beaucoup concentré là-dessus durant ma période chez les Salésiens. De quelle manière? En me rebellant contre les prêtres en personne et en me faisant virer des Salésiens. Après combien de temps? Ça a duré 6-7 mois. Et le fait de t'être fait virer, tu le voyais presque comme un accomplissement? C'est une victoire. Et comment l'as-tu affronté avec tes parents? Très mal. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils ont perdu confiance en moi. T'es rentré à la maison fier? Oui. Avec un air un peu moqueur, un peu défiant, un peu indifférent. Et ton père, qui a toujours été calme envers toi, comment s'est-il comporté ce jour-là? Il s'est beaucoup fâché. Aussi ma mère s'est beaucoup fâchée. À partir de là, il fallait que je prenne la décision soit de travailler avec mon père, soit de trouver une autre école qui puisse quand même me faire terminer cette école-là. Soit rapidement, soit si c'était une école plus compliquée, comme un lycée, alors je devais vraiment m'y engager sérieusement. Tu choisis de ne pas aller travailler avec ton père parce que tu aurais été sous contrôle et en allant à l'école, tu avais plus de temps pour développer tes propres choses, car à ce moment-là, un garçon aurait peut-être aussi choisi de gagner de l'argent en travaillant. Pourquoi as-tu choisi de continuer à étudier? Eh bien, j'avais déjà essayé d'aller travailler avec mon père. Il m'avait emmené... Par exemple, pendant les vacances? Oui, exactement. Le week-end. Mais moi, je voyais tout à l'envers. C'est-à-dire que... Oui, je voyais le sacrifice de mon père. C'était justement ça qui me faisait peur. À l'époque, je pensais déjà, non, je ne veux pas finir comme ça. Rester jusqu'à 9 heures, un travail que je n'aime pas, je le voyais déjà comme de l'esclavage. Est-ce que tu parlais des séances de spiritisme avec tes parents à table? Est-ce que Non. tu parlais de ces centres d'intérêt? Tu Non, parlais seulement de j'essayais musique toujours ou de parler même de pas? musique. Parce que tu voulais qu'ils te considèrent à travers ça, qu'ils te voient occupé dans cet aspect-là? Je voulais être apprécié dans ce monde-là par mes parents. Je voulais un soutien total, tu vois. Donc ton rêve, c'était de devenir musicien? Oui. Et eux, est-ce qu'ils croyaient en toi quand tu leur en parlais ou pas? Non. Est-ce que ça te mettait en colère? Non, pas du fait d'être musicien, mais plutôt à cause du genre que je jouais. Parce que pour eux, c'était de la Parce merde. qu'en effet, ils m'ont offert une guitare quand j'ai été reçu en 3e. J'ai eu ma première guitare électrique. Mais le fait que je jouais cette musique extrême leur enlevait un peu l'enthousiasme. Ils me coupaient déjà les ailes en me disant que je n'arriverais jamais à rien avec ce genre-là. Dans ma chambre, à ma façon quand même. Est-ce que tu pouvais écouter cette musique à la maison? Tu devais l'écouter avec des écouteurs ou tu Mon pouvais la père mettre à apprécie plein aussi volume? ce genre de musique. Mais c'est quelqu'un qui s'y connaît en musique. Il aime la musique jouée par des musiciens. Ma mère aussi était quelqu'un qui suivait beaucoup, surtout le rock. Mais à l'époque, le métal n'était pas bien vu, absolument pas. C'était du bruit qui ne menait à rien. Tu es à un tournant. Les Salésiens te mettent dehors, ton père te montre une grande déception envers toi. Ils sont tous les deux très en colère. Oui, Ils te proposent deux chemins. Soit tu continues à étudier, soit tu viens travailler avec moi, ton père. Tu décides, parce que tu avais déjà essayé et tu ne voulais pas de cette vie-là, ce genre de sacrifice. Tu décides de continuer à étudier. Où tu vas étudier? Quel type de lycée tu en choisis? fait, ce qui se passe, c'est que je reprends contact avec mon premier ami qui partageait avec moi les intérêts spirituels. Celui dont je t'avais demandé le nom tout à l'heure? Oui, D'accord. avec lui. Lui m'a conseillé cette école, le Don Calabria à Simiano. Ok. Il m'a dit, si je me souviens, que c'est une école qui dure seulement 2 ans. Tu sors avec un métier en main, et c'est bien comme Une ça. école professionnelle? Oui.
c'était en mécanique. Ok. Moi, je m'étais spécialisé en soudure. Tu entres dans cette école, nouveaux amis, nouvelles fréquentations, de nouvelles têtes. Peut-être aussi des nouvelles personnes à recruter parce que tu étais dans cette phase de scouting pour tes séances, ou tu avais mis tout ça en pause. Où en étais-tu à ce niveau-là? J'étais dans la phase musicien, beaucoup plus concentré sur ça. Et contestataire, toujours antichrétien. Le fondement de l'antichristianisme s'était déjà enraciné en moi. Mais tu continues à le cultiver tout seul ou avec une personne. Exact. Et donc, comment ça a évolué cette histoire? Il se passe que dans cette école, comme c'était un institut professionnel qui te lançait directement dans le monde du travail, elle était surtout fréquentée par des gens de la périphérie, des personnes qui n'avaient pas envie d'étudier, enfin des gens, soit venant de logements sociaux, soit des jeunes un peu, disons, en marge. Donc moi, j'arrivais comme ça, en métalleux, dans ce contexte-là. Tu te souviens du premier jour? Oui, Comment ça s'est passé? oui. C'est-à-dire que tu te sentais tous les regards sur toi? Oui, mais j'ai vu qu'il y avait des plus grands que moi qui écoutaient du métal parce que j'étais à Milan. Et il faut faire un petit pas en arrière. Parce que à cette époque-là, j'avais fait mes premières expériences à Milan. Je prenais le métro avec cet ami à moi, j'allais visiter Milan et j'ai découvert les endroits où je cherchais les métalleux. Parce qu'à l'époque, si tu étais métalleux et que tu voyais un autre métalleux, c'était automatiquement un frère. On se saluait bien, tu étais déjà amis. C'était magnifique, cette chose-là. Alors nous, comme dans notre village, il n'y en avait pas, ou ils étaient peu nombreux, ou ils étaient trop vieux, ou tu ne pouvais pas les voir. Enfin, ils fréquentaient surtout Milan. Alors nous sommes allés à Milan pour les chercher. Mais comme il n'y avait pas Internet, ni les réseaux sociaux, ni rien, pour savoir où se trouvaient les rendez-vous, qui te l'a dit? Quelqu'un de... Par oui dire, Ok. par oui dire. On savait ces choses-là. Tu vas à cet endroit où il y a le rassemblement, et il y avait aussi des magasins. Qui vendait des instruments de musique ou des vêtements de métalleux? Surtout des disques. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'acheter des CD, ou au moins de voir où ils les vendaient, et voir s'il y avait des rassemblements. Mon but principal était de trouver des gens, comme ça, de ce monde-là, à recruter dans le monde spiritique, avoir des gens qui partageaient ma passion. Donc ton objectif n'était pas seulement de parler de musique, Non. parler de musique, mais aussi recruter de nouvelles personnes pour les séances. Oui, parce que je cherchais aussi des gens pour faire un groupe de musique. Ok. Je n'en trouvais pas dans mon village. Puis, j'ai trouvé quelqu'un qui s'appelait Fabio, dans mon village. C'était les premières escapades à Milan. Et j'avais vu que ce monde était réel, fait de personnes avec ce style vestimentaire qui suivaient cette musique. J'étais au 7e ciel. Dans le cadre de cette école, par contre, comme j'étais à Milan, j'ai trouvé d'autres personnes qui jouaient du métal. Je n'étais plus seul. Oui, j'étais dans un contexte de personnes d'un certain genre, mais j'avais trouvé des gens plus âgés qui écoutaient cette musique et la jouaient. J'ai commencé les premières collaborations. Je ne sais pas pourquoi, mais à l'époque, quand j'allais au Don Calabria, les autres me voyaient plus vieux. Je ne sais pas. Il y avait des gens qui pensaient que j'avais 30 ans, juste parce que je portais les cheveux longs et que je m'habillais comme ça. Il y avait une idée étrange du métalleux. C'était un nouveau monde. Ensuite, ils voyaient quand même que j'étais une personne de banlieue qui affrontait les choses sans avoir peur de ce que j'étais. Donc il y avait déjà du respect, voilà. Mais ils me voyaient beaucoup plus vieux. C'était curieux. Et j'ai profité de ça, non? Pour être intégré avec les plus grands? Oui, pour ne pas avoir de problème avec personne. Donc tu étais protégé. Oui, j'étais tranquille. Je n'avais pas forcément besoin de me battre, voilà. C'est-à-dire tu ne devais pas prouver. Non, exactement. Tu ne devais pas faire ce qu'on appellera plus tard des épreuves de Oui, je courage. devais toujours faire le dur, exactement. Toujours le visage fermé. Donc une attitude, ça veut dire une posture de mec dur. Ouais. Tu ne devais jamais lâcher, tu ne devais pas trop sourire, sauf peut-être entre vous, quand vous lâchiez un Exactement. peu, vous rigoliez. Mais t'avais pas besoin de prouver quoi que ce soit en faisant des trucs, genre des bagarres ou autre. Exactement. Parce que je voyais qu'il y avait d'autres mecs, comme moi, plus âgés, et en plus, je n'avais pas peur. Parce que j'avais déjà eu affaire à ce genre de personnes par le passé, sans souci. J'en ai pris, j'en ai donné, mais tranquille quoi. J'étais prêt à me battre s'il fallait. Mais en voyant que les autres me prenaient pour quelqu'un de plus vieux, que j'étais vraiment, je me suis dit, parfait, ça me plaît, ça me plaît. Et puis, c'était aussi mes premières expériences avec la drogue.
mes premières clopes. T'avais toujours 14 ans ou plutôt 15? 14 ans, Ok. mes premières clopes. T'avais jamais fumé avant? Non, Et donc, à cette période-là dont tu me parles, 14 ans bien avancé vers les 15, et donc tu commences à trouver des gens comme toi. Les groupes, la musique, tu racontes ces choses-là à ton frère, tu cherches à l'impliquer? oui. Lui, je me rappelle qu'il me disait « Regarde, même dans mon école, il y a ces fous-là. Ils étaient considérés comme très en dehors des clous. Ils écoutent ces genres-là. » Moi, je lui disais « Mais non, sérieux, allez, demande-lui s'il peut me passer un CD, cette personne. » Mon frère était là, c'était quelqu'un qui comprenait, tu vois. Mais après, lui, même maintenant, c'est pas que... Évidemment, l'histoire l'a traumatisé, parce que qui ne serait pas traumatisé par une histoire pareille? Mais il soutenait, tu vois. On se voyait encore. Oui, lui, il voyait pas un côté négatif, il voit une passion, Oui. un genre musical. Un peu extrême, mais ça passait. Ok. Je n'étais pas... Puis dans les années 90, le métal était bien plus à la mode qu'aujourd'hui. Ok. En Italie, de moins en moins. C'était plutôt un truc américain, anglais, allemand. Mais même en Italie, ça commençait à prendre. Pas dans la musique qu'on écoutait à la radio, parce que c'était toujours un certain type de musique qui devait se vendre. Le métal, je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils contestaient. En Italie, ça ne passait pas bien. Aussi à cause de la présence du Vatican, de l'Église, c'était considéré comme la musique du diable. Le métal était très attaqué en Italie. Peut-être beaucoup plus qu'ailleurs, en Italie. D'accord. Et ce truc-là, ça me rendait encore plus extrême. Au lieu de me calmer, ça me foutait encore plus la rage. Et ça me rendait plus extrême contre la société, surtout contre l'Église. Donc, être anti-chrétien, pour moi, c'est une valeur en plus. C'était une fierté à défendre. On est aux premières clopes, t'en as parlé un peu, et ensuite vont arriver les drogues. T'as les groupes, tu commences, t'es plus seul. Exactement. Tu cultives plus tes passions tout seul, mais tu commences à créer plein de collectifs, ou à faire partie, toi, de plein d'autres collectifs qui existaient Exactement. peut-être déjà. Et donc, comment ça s'évolue tout ça? Alors, 1995, Donc, t'as 15 ans. une autre année cruciale. J'allais toujours à l'école, à Don Calabria, et j'avais trouvé mon batteur. Puis je me souviens, c'est une année cruciale parce qu'il s'est passé des trucs vraiment importants. À l'époque, on utilisait les magazines de métal, Ok. parce que sinon, tu ne pouvais pas savoir quelle sortie il y avait. Les critiques, les interviews des Dis-moi groupes. le titre d'un magazine métal. Il y avait Metal Shock, Metal En Hammer. italien. Oui, c'était tous en italien. Metal Shock en particulier permettait aux gens de mettre des annonces pour contacter d'autres personnes. Peut-être quelqu'un qui cherchait des compagnons pour aller au concert ou des échanges de CD. Quelqu'un qui avait un groupe, il lui manquait un guitariste, un bassiste, et par ce magazine, il cherchait. Moi, j'ai pris ma première annonce. J'ai donné un nom à mon groupe, Ferocity, parce que dans la société, il fallait être féroce, selon moi. Je devenais de plus en plus extrême, par petites gouttes. Je commençais à ressentir de la haine aussi. Je commençais à haïr ceux qui étaient contre mon monde. C'était vraiment un truc d'être en colère du matin au soir. Au début, c'était pour le montrer, parce que c'était une attitude. Puis j'ai commencé à le prendre au sérieux. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Surtout quand tu as cette colère. Tu trouves d'autres qui ont la même colère, qui veulent la partager et qui veulent aller plus loin. Là, il faut faire très attention. Parce que tu n'as pas conscience d'où cette histoire peut finir. C'est-à-dire, tu sais que tu es en colère, ça oui. En fait, à 15 ans, tu as aussi un imaginaire de rêves très extrêmes, parce que tu n'as pas le contact réel avec la réalité. La réalité est encore un jeu, ça devient sérieux. C'est un fil très fin, tu vois. Jeu sérieux, ça alterne, et tu ne sais pas. Ça dépend aussi des gens que tu rencontres, qui te soutiennent, qui ne te soutiennent pas. Probablement, si je n'avais eu le soutien de personne, je me serais probablement un peu éteint. Je ne sais pas, c'est des trucs qu'on dit après coup. Bref, j'ai mis cette annonce parce que je cherchais un batteur. Je me souviens qu'à l'époque,
Les batteurs dans mon genre, c'était la bête noire. C'était un genre très extrême. Et des batteurs comme ça, il y en avait. Mais c'était très difficile. Tu galérais vraiment. J'ai mis cette annonce, je fréquentais la foire de Sinigaglia. J'ai commencé à faire mes premières fréquentations au Midnight, Parco Sempione. Un jour, c'était dimanche, samedi soir au Midnight, et samedi après-midi, à la foire de Sinigaglia. Juste pour traduire, donc la foire de Sinigalia à Milan, d'Arzan au Navigli, et le Midnight, À c'était où? Porta Romana. C'était le seul lieu Non, pour il y en métalleux avait à Milan? d'autres. Mais c'était le plus connu, Oui, c'était peut-être le plus en vogue. Au final, plus en vogue. c'était un pub pas très grand, c'était petit. Où tu trouves l'argent pour aller dans les bars, pour acheter de la drogue, pour consommer? Où est-ce que tu prends ça? J'avais mes petites allocations. Ok, et ça te suffisait donc? Non, ça ne suffisait pas. Alors on faisait des collectes. Ok. Combien tu recevais comme argent de poche? T'étais encore Oui. en lire? Alors Ok. je me rappelle que je prenais, quand ça allait bien, 5000 livres par jour pour acheter des cigarettes, je me souviens. Parfois, je pouvais aussi m'acheter une petite bière, parce que ça ne coûtait pas cher. Je me souviens qu'une bière coûtait 3000 lire. Et puis, il y avait aussi l'histoire de la Ok. boisson, qui a commencé aussi, en même temps que la drogue. J'ai commencé tout en même temps. Cigarettes, joints, alcool. Pour l'instant, on était dans cette situation. Ils te laissaient sortir à 14 ans à ce moment-là? 15 ans. 15 ans. Le samedi, tu pouvais sortir? Mais et je même devais rentrer les avec autres le jours? dernier métro, je me souviens, à minuit, parce qu'après, il n'y avait plus rien. Je devais réussir à prendre le dernier métro pour rentrer à Brugherio. Puis le bus, il fallait tout calculer. Sinon, il y avait le classique, tu arrives à Cologno Nord et tu rates le bus, quelqu'un venait te chercher, ou sinon tu rentrais à pied. Qui venait te chercher dans ton cas? Soit ma mère, mais surtout mon père. Ok. Ou sinon, on cherchait à travers d'autres amis plus âgés, dans une sorte de groupe. Qui venait vous chercher? Oui, quand c'était possible. Sinon, tu faisais à pied, mais tu arrivais trop en retard. Et en devant rentrer à cette heure-là, tu profitais de ta soirée ou c'était trop tôt? Non, c'était trop tôt. Mais pour moi, c'était beaucoup. Et puis, on utilisait la stratégie. Je me souviens, je dors chez un pote. Pour faire toute la nuit dehors. Exact. Et il te le permettait de... Ça devenait trop, c'est je dors chez un pote. Ta mère appelait pour vérifier ou pas? Bien sûr. Et c'était un de mes co-accusés. Ok. Mais on y arrive après. On arrive à une partie importante, justement. Parce que je mets cette annonce, j'avais monté mon groupe, les Ferocity. Je venais tout juste de rencontrer Fabio, un métalleux de 14 ans, de Cologno Monzese. Je me souviens, on était à Cologno Centro, sur la petite place. De loin, on s'est vus, les t-shirts de groupe, les cheveux un peu longs. Tout de suite, on s'est dit bonjour, ça va pas? Toi aussi, t'écoutes ça? Et voilà, amis tout de suite. Et là, moi j'étais déjà en pole position, parce que je venais juste d'avoir ma guitare électrique. On me l'avait offerte. J'étais déjà prêt à faire un groupe, tu vois. Alors je lui dis, ça te dit de faire ce groupe avec moi, les Ferocity? Et toi, tu joues quoi? Il me dit, ouais, je peux faire la batterie. Pour moi, c'était le top. J'avais trouvé le batteur, tu vois. Et le bassiste, je le trouve dans l'école juste à côté de la mienne. À Simiano, le Maxwell. On fait connaissance directement à l'arrêt de métro de Simiano. Tous les deux, avec le perfecto, les clous, on se regarde. Salut, ça va frère? Comme ça, tout de suite? Le perfecto, tous les fringues, c'est tes parents qui te les achetaient? Oui, à l'époque, j'ai insisté pour qu'on me l'achète. J'ai vraiment dû... Oui, justement, je dirais te pas posais de la question force, pour ça. mais avec une insistance continue. Mais mes parents, tu sais, à l'époque, on raisonnait comme ça. C'est une phase, c'est l'adolescence, ça va passer. Sur ce point-là, oui, mes parents ont été un peu stricts. Il y a eu des erreurs, comme le choix de l'école, à ce moment critique. Mais ils ne l'ont évidemment pas fait avec l'intention de me nuire. Bien sûr. C'est moi qui l'ai interprété comme ça. Je ne sentais pas de soutien dans mes idées, dans mes idéaux. Au contraire, je sentais pas du mépris, mais un peu de mise à l'écart. Et puis, il y avait les interdictions. Non, n'écoute pas ces trucs-là, parce que c'est pas bien. Ou bien, rentre pas trop tard, ne fume pas, fais attention, te drogue pas, parce qu'ici, à une époque, ça te détruit une vie. C'était des menaces lourdes, des trucs hérités des gens d'après-guerre. Mais au final, ils ne passaient jamais à l'acte.
Ok, donc évidemment, tu as insisté pour avoir le perfecto, je l'appelle l'uniforme, mais de manière évidemment... J'ai dû me battre, pour de vrai. À un certain moment, pour pouvoir sortir le soir, donc avoir plus de temps pour partager tes passions avec les autres, il y a plein d'amis qui commencent à t'héberger. Ça devient trop Oui. Et ma mère découvre que c'était une astuce. À quel âge? 15 ans? Oui, entre 15 et 16 ans. Mais je veux encore m'attarder sur mes 15 ans, parce que à ce moment-là, quand j'ai commencé à fréquenter les lieux de rassemblement, je me souviens qu'il y avait à l'époque des bandes de 300 personnes, des métalleux, des punks, tous ces mouvements magnifiques. Il y avait une magie, selon moi, unique dans les années 90. Vous vous entendiez bien? Le clan des métalleux, le clan des punks. Il y avait toujours, dans les années 90, on se prenait très au sérieux, tu vois? C'était pas comme aujourd'hui, où tout est complètement différent, où les réseaux sociaux filtrent la personne, non? Dans les années 90, c'était toi, ton propre personnage, que tu devais prouver aux gens. Tu le mettais en scène, entre guillemets, parce qu'au final, c'était vraiment toi, tous les jours, dans la vraie vie. Exactement. Tu devais affronter, je sais pas, ton ennemi, entre guillemets. Même si, bon, le punk, c'était pas vraiment l'ennemi du métalleux. Mais on prenait tout très au sérieux, dans nos convictions. Je me souviens que j'en étais arrivé au point où, si un groupe n'allait pas vite, je l'écoutais même pas. Mais parce qu'on se prenait au sérieux. Tu vois, il fallait toujours garder cette attitude dure, au point où tu t'en arrivais à te tordre le visage. Juste pour, au moindre truc, fallait lever les poings, sinon t'étais pas respecté. Il y avait cette idée-là. Bon, c'était pas tout le monde, évidemment. Dans les années 90, il y avait plein de gens complètement normaux, qui écoutaient la musique juste par passion, c'est tout. Mais il y avait aussi ceux, comme moi, qui voulaient aller un peu plus loin, créer un personnage. Et moi, je le faisais parce que j'avais un groupe. Et à mes yeux, pour être crédible dans ce style-là, quand tu joues sur scène, il fallait aussi avoir une attitude très dure. Mais c'était réel, parce que moi, en vrai, j'étais toujours en colère. C'était même pas un rôle. C'était devenu la réalité. Ça faisait partie de toi. Oui. Cette haine, elle faisait déjà partie de moi. Et justement, je commence à fréquenter ces lieux de rencontre et je rencontre mes co-inculpés, les autres. Appelons-les comme ça, les autres. Les deux premiers, je les rencontre à Brugherio, dans mon village. Je rencontre deux autres personnes qui écoutent du métal, plus âgés que moi. L'un d'eux faisait des tatouages. Moi, j'avais 15, 16 ans. Lui en avait 22. Donc, à cette époque-là, la différence se faisait sentir. Il était beaucoup plus vieux que toi. Oui. Lui prenait déjà des drogues dures. Qu'est-ce que tu entends par drogue dure? Des drogues comme l'acide, la cocaïne, l'héroïne peut être fumée, jamais injectée. Je voyais ça chez certaines personnes, mais pas chez celles que je fréquentais. Enfin, des pilules, des tripes, des microdoses, des trucs lourds, très lourds. Et moi, pour paraître plus grand, j'ai commencé à suivre cette personne. Je voulais aussi consommer des drogues. Puis, avoir un tatoueur comme ami m'excitait. Mon premier tatouage, je l'ai fait en 95, à 15 ans. À l'époque, c'était quelque chose d'extrême. Ce n'était pas comme maintenant. Maintenant, tout le monde se fait tatouer. Bientôt, même à 13, 12 ans. Non, à l'époque, se faire tatouer... Et moi, j'ai tatoué des démons avec des croix inversées. Donc, c'était des tatouages extrêmes. Quand tu rentres à la maison avec le tatouage, qu'est-ce qu'ils te disent tes parents? J'ai réussi à le cacher pendant 1 an. Si quelqu'un entrait dans la pièce, je me couvrais tout de suite. Ou alors, je mettais l'épaule non tatouée de ce côté-là. Ça fait un peu rire d'y penser maintenant. D'ailleurs, ils m'ont finalement chopé. Quand est-ce qu'ils t'ont chopé? Ils m'ont chopé en 96, 1 an après que j'ai fait mon premier tatouage. Ils m'ont chopé parce que j'en avais fait un autre en 96, qui allait déjà jusqu'au coude. De l'épaule jusqu'au coude. C'est un démon avec une croix renversée, quand même extrême. Quand ils voient le tatouage, est-ce qu'ils essaient de comprendre ce que c'est ou ils se fâchent juste parce que c'est un tatouage? Oui, bien sûr. Ils se fâchent parce que c'est un tatouage. Mais tu ne leur expliques pas ce que c'est? Non. Ils ne le regardent même pas de près? Au début. Puis après, quand ils voient ce que c'est... Guerre. Ils le voient quand? Ils le voient genre je sais pas, je me souviens si c'est 1 mois après. Ils comprennent ce que c'est. Ils t'ont puni quand ils ont compris ou pas? Mais tu sais, à l'époque, les punitions, c'était, tu sais, tu sors pas. C'est Oui, comme bien ça. sûr.
Mais je réussissais quand même à sortir. Tu ne sors pas, je te coupe l'argent de poche. Oui, voilà. Pas d'argent, pas de sortie. Parce que sur le sujet argent, je te le demanderai plus tard, ou peut-être que tu me le raconteras toi-même, parce que tu as dit, j'étais attiré par ce monde de la drogue, mais où tu trouves l'argent pour te faire tatouer, pour acheter de la drogue? Comment tu fais? Alors, il faut faire un pas en arrière. Parce que quand j'ai rencontré ces deux personnes, je les ai tout de suite attirés dans le monde des esprits, y compris Fabio. On a commencé à faire les premières séances, et ces séances, Juste selon vous nous... trois? Oui. Selon nous, ces séances n'étaient plus comme avant. Les premières séances, c'était les classiques, où tu faisais la chaîne, la planche, avec les chiffres et les lettres. Stop. Cette fois-ci, on était passé à un niveau plus avancé, disons, non? La séance pour activer la perception, comme disait Jim Morrison, pour franchir le mur de la perception. C'est Blake qui le disait. Aussi, oui. En fait, Jim Morrison l'a pris de Blake. Il fallait faire usage de drogue. Cette fois-ci, les séances, on avait décidé que, sans drogue, ça n'avait pas de sens de les faire. Et c'est là que ça a pris la tournure dangereuse que ça a eu par la suite. Et il est arrivé que, justement, je ne payais pas les drogues, parce qu'elles servaient à faire les séances. Ou alors, on faisait des cagnottes. Je mettais parfois 5000 livres, puis on achetait ensemble. On fumait. Ok. Quelle est la première drogue que tu sais? Les joints, la marijuana et le hashish. Et ça devenait un rituel de fumer et de se droguer avant de commencer la séance ou pas? Non, ça c'est avant les séances. Quand j'ai commencé à utiliser les drogues, avec les séances, là on est passé aussi au niveau des drogues plus dures. Donc parfois on fumait un joint avant la séance, ce qui à ce stade ne représentait plus grand-chose. Et pendant la séance, chacun prenait un acide, un trip. Pourquoi tu m'as dit que le niveau avait augmenté par rapport aux séances que tu faisais dans le garage en bas quand tu les faisais avec ces deux nouvelles personnes? Qu'est-ce que ça voulait dire? Que le niveau avait augmenté? Le niveau de négativité a augmenté. Ce n'était plus une séance innocente. Je cherche disons. une chose, j'ai peur et je m'arrête. C'était plus une plongée négative et introspective? Oui. Oui. Ok. Déjà, avec l'abus de drogue, ta perception est déformée. Donc cette perception est guidée. Ok. En fait, les premières séances, accompagnées d'acide, étaient guidées parce que je m'étais mis en expert des séances spirites. Donc automatiquement, en racontant mes expériences, genre, regardez, quand j'ai fait les premières séances, ce visage est apparu. Une entité est entrée. Moi, je peux le faire. Et les autres étaient là, et moi, je faisais le médium dans ces séances, accompagné par les drogues. Donc, j'avais une perception déformée. Puis, si tu calcules que c'était les premiers abus, les effets étaient encore plus dévastateurs sur moi. En fait, je ne savais pas. Je censurais ce que je disais et ce que je faisais. Je me rappelle des bouts, mais ensuite je partais. Et les autres commençaient à dire, « Tu sais quoi? J'ai vraiment l'impression qu'il est entré quelque chose. » Alors que c'était juste les effets de la drogue. Oui, ça dépendait des drogues que tu prenais. Si tu prenais du mescaline ou d'autres trucs, ça te supprimait évidemment la mémoire de ce qui s'était passé. Et donc tu dis, je suis entré en transe, ça marche, je continue, je vais plus loin. Ou alors, tu étais conscient, non? Mais tu voyais ta propre réalité, tu vivais ta réalité, et les autres voyaient la leur, déformée. Donc, c'était un mélange mortel. Psychologiquement, c'était vraiment destructeur. Donc on en est à un point où tu commences à consommer des drogues. Tu commences par les joints, mais ensuite tu vas plus loin. Vous êtes 3 à faire ces séances. 4, plus moi. Nous sommes moi, Fabio et 2 autres. Ok, donc 4 avec toi. Et après, ça s'évolue comment? Il se passe que nous avons créé ce petit groupe à Brugherio. Et nous sommes allés chercher d'autres. Malheureusement, je dois le dire, ce n'est pas la façon dont l'affaire s'est terminée qui a été recherchée. Oui. Mais c'est moi qui ai cherché, qui ai créé le groupe. Parce que c'était moi qui cherchais. J'avais cette obsession d'agrandir ce que je considérais comme un groupe d'études ésotériques, un peu déformé. Parce qu'avec l'usage des drogues, ce n'était plus un groupe sérieux. Mais pour moi, ça l'était. Je croyais en ce groupe. Et je voulais faire avancer mon idée du spiritisme
et de mon groupe de recherche, qui était composé de nous, de ce genre de personnes. Que se passe-t-il? Je vais à la Fiera di Sinigaglia avec ces 3 autres personnes. À cette époque, on n'utilisait même plus le métro, parce que la personne qui nous accompagnait avait une voiture. On arrive à la Fiera di Sinigaglia. Je me souviens que je rencontre mon premier co-accusé, un des autres. Je me rappelle qu'à l'époque, on était amis. Il n'y avait pas cette chose qui s'est évidemment créée avec le temps. On se salue, je me rappelle qu'il avait une croix renversée et un pentacle. Tu connais l'étoile à 5 branches classique? Bien sûr. Je l'ai vu et j'ai compris que lui, j'ai dit aux autres, lui, il faut le recruter avec nous. Je vais lui demander. Je me présente, c'était comme ça à l'époque dans ce monde. Salut, je suis Mario, je fais des séances spirites. Il me répond, salut, je suis un tel et je suis sataniste. Bien, j'ai dit, parce que je ne donnais pas de poids au fait d'être sataniste. Je n'y croyais même pas. J'étais athée à l'époque. Mais je croyais au spiritisme. Donc peut-être que j'étais plus... Je n'étais pas athée, mais j'étais quelqu'un qui croyait qu'il y avait quelque chose, sans savoir précisément quoi. Mais j'étais attiré par la figure des démons, parce que c'était toujours en opposition avec le monde chrétien. En effet, il m'a dit, « Je suis sataniste, je suis anti-chrétien. » Je lui ai répondu, « Eh bien d'accord, on s'est salué. » La première chose qu'il m'a dite, c'est qu'il voulait faire tout de suite une séance spirit, puis peut-être un rituel satanique. J'ai dit, « Mais je ne sais même pas ce que c'est un rituel satanique, et je n'y crois pas. » Mais alors, tu sais quoi? L'accord était, nous faisons les séances spirites et nous invoquons les démons. Ce n'était pas du satanisme, c'était du bricolage, c'était une chose, même pas du satanisme acide. C'était quelque chose qui commençait à ressembler à une bande. Il m'a dit, écoute, je connais une autre personne qui est sataniste comme moi. Elle est sûrement intéressée à rejoindre toi et les autres pour faire ces séances spirites. Moi, super content, super heureux, j'ai dit, bien sûr, présente-le-moi. On verra s'il peut faire partie du groupe. Il me l'a présenté, et je l'ai vu, lui aussi, sûr de lui. Imagine, un gars de 16 ans, comment il pouvait recruter des gens? Il a dit, oui, ça va, mais seulement parce qu'il soutenait mon idéal. Je me sentais soutenu. Donc les gens qui soutenaient ma pensée m'allaient bien. À partir de là, tu en organises un? On en organise une. Vous êtes 6? On commence à sortir ensemble plus tôt. L'argent pour la drogue augmente parce que ces 2 personnes travaillaient. Quand vous sortiez, que faisiez-vous? On allait dans les bars pour boire, écouter de la musique et boire, ou on allait au concert. Et puis il y avait ces groupes de rencontres qui étaient Transylvania, le Midnight et d'autres endroits similaires. Quels étaient les discours, les sujets? De quoi parliez-vous? À l'époque, on parlait surtout de comment organiser ces séances, d'agrandir le groupe. Les sujets étaient... On partageait beaucoup la pensée anti-chrétienne. Donc on parlait de comment l'Église détruisait le monde. On donnait des exemples, la musique. On parlait de musique, de politique, ce qu'on pouvait savoir à l'époque, des lectures qu'on pouvait faire. Puis, c'était surtout moi et un autre qui lisions. Les autres ne lisaient pas. Ils n'étaient pas intéressés? Non, non, non. C'était aussi leur façon d'être sataniste. C'était tout du bouche à oreille. Je me souviens, il y avait cette personne qui pensait être un vampire. Et il avait un père qui avait été arrêté pour meurtre. Et comme à l'époque, on parle des années 70, son père avait fait la une avec le titre « Satan ». Alors lui, il était devenu le fils de Satan. Donc ça avait renforcé en lui l'idée qu'il était sataniste. Ensuite, j'ai connu le père, parce qu'il avait fait l'asile psychiatrique criminel. Il avait fait, je crois, 10 ans à l'époque, parce qu'il avait des problèmes. Et puis, quand il a purgé sa peine, là, on parle de
1996, 1997, on allait souvent chez cette personne. Et on l'a connu, mais il était tout sauf sataniste. Ok. C'était juste la réputation. Mais cette personne, disons qu'elle n'était pas très connectée à la réalité, disons les choses ainsi. Il fumait avec nous, il se droguait un peu avec nous, mais c'était surtout une vie tranquille, insouciante. Et comment tout cela évolue-t-il? On faisait partie d'un groupe de potes, alors tout le monde nous connaissait. Et puis, à un moment, la situation a commencé à prendre une autre tournure. On est passé des soirées tranquilles à des séances spirites, mais version psychédélique, acide, mescaline, tout ce qu'on arrivait à se procurer. On avait un calice en bronze qu'on utilisait. Dedans, on écrasait de la marijuana avec un pilon. Ensuite, on ajoutait de la cocaïne, parfois de la mescaline. Ça dépendait de ce qu'on avait sous la main. Du LSD pur, en gouttes, qu'on faisait venir d'Amsterdam. C'était trouvable. Et puis on versait de l'alcool pur, à 96 degrés, jusqu'à remplir le tout. Ça donnait une sorte de potion hallucinante. Moi, j'étais le médium. Chacun faisait une petite gorgée, et à la fin, quand ça arrivait à moi, je devais tout finir d'un coup. Donc il fallait tout boire. Ouais. Ça m'amenait à des états de perte de conscience. J'avais des hallucinations, et les autres y voyaient ce qu'ils voulaient voir. On commençait à dire, quand la séance se terminait, ou quand je revenais à moi, le démon était entré en toi, et t'avait dit de faire ça. Ce qui, au fond, n'avait pas vraiment de sens. Dans mon délire, je me souviens leur dire des trucs du genre « Écoute, tu dois faire un tour avec des voix bizarres. Tourner autour de cette personne pour la maudire. Ou faire des choses étranges. » Où est-ce que vous faites ces séances? Celles dont tu me parles maintenant? À la maison, généralement chez l'un d'entre nous. Et vous étiez combien? On était 6. Non, en fait, on était 7. À cette phase, on était 7. Pour les premières séances où je perdais conscience, où j'avais le rôle fixe de médium, avec l'abus de drogue. Et quand est-ce que vous avez donné un nom au groupe? Alors il se passe que j'avais un pote qui jouait avec moi. Il habitait à Vignate. Ok. Lui, il venait surtout me voir plus que les autres. Il me disait, « Écoute, chez moi, il y a la réserve Invernizzi. Ok. C'est magnifique, une réserve de chasse. Là où je vais, il y a un moulin, je passe du temps là-bas, je joue de la guitare. C'est vraiment beau. » On a donc décidé d'y aller ensemble parce que le démon avait dit qu'on devait aller dans cette réserve pour éliminer des entités positives. C'était la folie qui commençait à prendre Qui forme. disait, donc c'était toi qui menais la séance parce que tu étais le médium, mais qui disait ces choses dont tu me parles? Les autres. Parce qu'il ressentait que, d'après ce que tu disais, tu étais en transe, tu t'en souvenais pas, mais il disait que tu transmettais ce message en parlant aux esprits? Non, selon eux, c'était vraiment le démon Ok. qui entrait en moi. Et il donnait des messages, Je me et transformais. eux, ils te les répétaient quand tu redevenais lucide? Bien sûr, il me disait aussi que je me transformais, mais évidemment, on était complètement défoncés. Ok. Combien de temps dure une séance? Ça dépendait de combien de temps tu arrivais à parler à l'entité. Mais à peu près? Ça À cette pouvait époque. durer jusqu'à 1 heure, une séance. Et 1 heure, c'est long? Ok. Oui, à mon avis, vu dans quel état on était... Il donnait un seul message, le démon? Non, plusieurs. Beaucoup n'étaient pas compréhensibles. Beaucoup, c'était eux qui improvisaient. Parce que le démon disait, il le disait par ta bouche, et donc c'était les autres qui te le répétaient ensuite. Parfois, tu parlais de manière incompréhensible Bien pour sûr, bien sûr. eux? Ok. Mais il y a eu aussi des moments où j'ai vraiment dicté un alphabet complet, avec des prononciations que les autres ont écrites sur des feuilles. Et ça, c'est devenu notre alphabet. C'est là que ça a commencé à changer. Ça a cessé d'être ésotérique pour devenir un groupe, une bande. On est allé dans cette réserve d'Invernizzi. On a cherché, comme le démon l'avait dit, d'une manière incompréhensible. Je le répète toujours, on a cherché dans des maisons abandonnées. Je me souviens qu'il y avait une ferme abandonnée où on a réussi à entrer et en dessous,
Il y avait une petite chapelle qui servait à l'époque, mais qui avait été désacralisée parce qu'elle n'était plus utilisée. On a commencé à faire des croix renversées, des 666, avec de la peinture et des marqueurs. Les trucs classiques qu'on voyait partout. À ce moment-là, j'ai dit « Très bien, notre groupe va s'appeler les Bêtes de Satan ». Mais c'était en anglais, The Beast of Satans. Ça sonnait bien, ça faisait vraiment groupe. Ça avait plus d'impact. Tout le monde acquiesçait, tout le monde était à fond avec cette idée. Et c'est à partir de là que les épreuves de courage ont commencé. C'est pour ça que ça a pris cette tournure différente. Les séances spirites ont commencé à s'estomper un peu parce qu'on est entré dans une phase dangereuse où chacun commençait à se dire, on se disait, tu sais, le démon m'a dit ça, mais il n'y avait pas de séance spirite. Ce n'était pas dit pendant une séance spirite. C'était juste que quelqu'un, chez lui, avait entendu la voix du démon qui lui avait dit de faire une chose précise. Et c'est ça, la phase folle et dangereuse, qui ensuite a vraiment évolué de manière catastrophique. Tu avais 16 ans en ce moment-là. Oui. Ça fonctionnait encore, je vais dormir chez un pote, ou tes parents te laissaient faire tard le soir? Ils me le permettaient, seulement si je dormais chez un ami. Quand ils te voyaient rentrer un peu mal en point, ils ne te posaient pas de questions? Oui. Ils pensaient que j'étais juste ivre, surtout. Ok. Ou que je fumais juste un joint. Donc rien d'alarmant à leurs yeux? Non, parce que le fait que j'ai joué de la musique couvrait un peu ça. J'étais musicien, c'était normal que je boive un verre de trop ou que je fume un joint. Je reviens à tout à l'heure. Donc avant, pendant les séances, tu invoquais les démons, tu parlais par leur bouche, compte et âme, et eux, tous ensemble, te disaient que... Oui. Et donc, disons que, comme on vivait tous plus ou moins le même moment, tout le monde suivait la même ligne. Puis, il n'y avait plus de séance, donc chacun pouvait dire justement, cette nuit le démon m'a parlé, et là arrivaient plein de nouvelles informations, en montant toujours plus la mise, donc plus dangereuse. Oui. Par exemple? Il y avait encore des séances à ce moment-là, peut-être un peu moins, mais en plus, il y avait justement le fait de dire « Moi, j'ai entendu le démon » et on le communiquait au reste du groupe. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Toi, il t'a dit ça, moi, il m'a dit ça. Ensuite, il y avait aussi des accords entre certains d'entre nous. Surtout ceux qui jouaient le rôle des satanistes, des vampires, qui disaient « Moi, c'est Satan qui m'a parlé. C'était le plus démon ou l'entité. » Les séances continuaient jusqu'à ce qu'une autre personne entre dans le groupe. Enfin, c'était un mec qui était déjà dans le groupe, qui nous l'a fait connaître, qui nous l'a présenté. C'était une personne totalement dépourvue d'empathie, très violente, qui prenait de l'héroïne. À partir de là, l'intérêt pour les séances a complètement disparu. C'était juste un groupe avec des épreuves de courage. On est passé à ça, aux épreuves de courage. Vous étiez 8? Oui. Ok. Il y avait aussi des gens qui tournaient autour du groupe, en plus. Mais certains ont réussi à s'en sortir. Certains ont réussi à s'en sortir et ils sont ensuite devenus témoins lors des procès qui ont suivi. Ils ont fait partie du groupe pendant un certain temps. Usage de drogue tous les jours? Oui, ça commençait à augmenter. On ne pouvait plus s'en passer. À quoi te servait la drogue? Où voulais-tu qu'elle t'emmène? À accéder à un monde supérieur. Et puis j'aimais ça, tout simplement. Et le corps en demandait de plus en plus. Un 8e membre arrive, apathique, plus violent. Oui. Tu me dis Oui. qui consommait de l'héroïne. Alors, comment le groupe des Bêtes de Satan a-t-il évolué par rapport à ce que tu viens de m'expliquer? Ça a commencé à bagarrer avec les autres. De temps en temps, il y avait des bagarres. Tu continuais à aller à l'école? Oui, j'y suis allé jusqu'à 18 ans. Mais c'était comme si je n'y allais pas vraiment. En fait, je le faisais juste parce que c'était plus avantageux. Plutôt que de travailler, je préférais aller à l'école.
Donc pas tellement par respect pour toi-même, pour ta famille ou pour les sacrifices du foyer, mais surtout parce que sinon il t'aurait dit « va travailler ». Bien sûr, bien sûr. Et toi, tu voulais surtout avoir du temps pour faire d'autres choses. Mais en même temps, je sentais le besoin d'avoir plus d'argent. Ok. Alors il pouvait arriver qu'on se vende un peu de shit entre nous. L'argent servait seulement pour la drogue ou il y avait d'autres raisons? Concerts, t-shirts, CD, Musique et cet état d'esprit. essence. Ok. Alors nous étions dans un contexte de métalleux, des gens alternatifs, où on était devenu extrême, mais accepté, dans le sens où beaucoup d'entre nous travaillaient, on était parfaitement intégrés, sauf cette personne dans le contexte social. Alors que cette personne, elle, était marginalisée. Les autres faisaient des boulots normaux, moi j'allais à l'école, Fabio allait à l'école, donc on n'était pas comme beaucoup le pensent, des exclus ou en marge de la société. Ok. On était comme les autres, parfaitement intégrés. On était Uno si juste dice quella plus è extrêmes. Et cette histoire des épreuves de courage et des séances, c'était devenu une chose entre nous. Ça ne devait pas, tu vois, pour ça je disais avant que ça devenait comme une bande, parce que le secret ne devait pas sortir. C'était notre secret, ça nous rendait encore plus unis. Les violences, on pouvait les faire parce que notre groupe devait un peu s'imposer. L'antichristianisme devait devenir plus fort. Et les épreuves de courage servaient surtout à ceux comme moi, qui étaient les plus jeunes, pour faire en sorte qu'on soit plus grand. Montrer aux autres, prouver que tu avais du cran. Les autres, toujours dans le noyau des 8. Oui, Combien étiez-vous les plus jeunes? 3. Pourquoi vous, les plus jeunes, vous deviez prouver quelque chose aux autres quand c'est vous qui avez cofondé ce groupe? Parce que ça avait commencé par fonder un groupe de séances spirit, justement. Puis, étant devenu une bande, où il y avait aussi des épisodes de violence, de drogue, tout ça, alors s'est créé une sorte de hiérarchie basée sur l'âge. Ok. Donc, ceux qui étaient plus grands, à ce moment-là, devaient fixer des limites. Et toi, tu l'acceptais? Tu te sentais pas à égalité? Je me sentais à égalité, mais je devais sans cesse le prouver. Quand tu parles de violence, tu l'as mentionné tout à l'heure, tu parles de violence lors des bagarres, ou est-ce qu'il y avait aussi des violences entre vous 8 ou pendant les épreuves de courage à cette période précise? Oui, les épreuves de courage ont commencé à devenir violentes aussi entre nous et avec les autres. Le fanatisme est arrivé. Les épreuves, voilà, j'étais complètement pris par les épreuves de courage. Je laissais même un peu de côté les séances spirites. Les épreuves de courage me donnaient une raison de me défouler. Et c'était aussi une période où je me levais en colère et je me couchais en colère. Ok. Ça suffisait, je pensais juste à me droguer, aux épreuves de courage, et à avoir de l'argent pour pouvoir me droguer, boire. Les orgies sont arrivées à ce moment-là. On a expérimenté cette pratique. Et comment est-ce que le monde des orgies est entré dans cette organisation? Parce que vous ne vouliez pas que les autres sachent ce que vous étiez. Exactement, mais on recrutait des gens pour agrandir le groupe. Et par le bouche à oreille, qui était très utilisé dans les années 90, là où on traînait, on demandait aux gens s'ils voulaient participer. Mais ça restait Des hommes et des femmes ou seulement des femmes? tout le monde. C'est-à-dire, Donc là, l'objectif, c'était d'agrandir le groupe, ça voulait dire plus de personnes qui seraient au courant. oui, mais le côté des orgies, c'était juste une fête pure. C'était une fin en soi. Je te pose une question parce que tu as dit quelque chose tout à l'heure. Tu as dit qu'il y avait quelqu'un qui entrait, qui sortait. Quand vous étiez, vous 8, est-ce que quelqu'un essayait de partir? Oui, Et il a dû fuir, disparaître. Il avait les premiers épisodes de menaces. donc, l'un de vous 8 s'est enfui Oui, et vous vouliez lui faire payer parce qu'il en savait trop? Vous aviez peur qu'il aille tout raconter aux forces Exactement. de l'ordre ou à quelqu'un d'autre? exactement. Et ça, c'est arrivé avec l'arrivée de cette personne. Celui apathique dont tu parlais. Oui, qui a bouleversé l'équilibre du groupe. Il l'a durci, il l'a rendu plus violent. Oui, c'est lui qui a commencé avec les menaces. Ça a pris une tournure plus de bande. Exactement, plus comme un commando
que comme un groupe qui faisait des séances spirites. À ce stade-là, cette chose disparaissait. Et moi, je me suis vraiment investi dans les épreuves de courage. Par contre, les orgies, c'était des épisodes de fête, on va dire. Celui qui s'est enfui, il a réussi? Oui. Où vous l'avez retrouvé? Non, il a réussi. Et on l'a retrouvé plus tard au procès. Ok, donc il s'en est sorti. Oui. Parfait. Passons aux orgies. Désolé, hein, parce que toi, tu as bien vécu sûr. certaines choses, moi non, j'avais besoin de le comprendre et de le faire bien comprendre sûr. aux autres. Et comme ça fait 9 ans avant mon arrestation, c'est 9 ans à raconter. Imagine, c'est plein d'épisodes. 9 ans à partir de quand? Depuis l'âge de 15 ans? Depuis 95, oui. Depuis Tu 15 as ans. été arrêté en 2004. Oui. Donc les orgies, ça veut dire que c'était un moment de détente? Oui. Mais Partagé. mais ces femmes qui venaient aux orgies avec vous, Oui. savaient ce que vous faisiez ou pas? Elles avaient une idée vague. Ce n'était pas dangereux en termes de fuite d'informations par rapport à ce que tu viens de dire? Alors, certaines femmes étaient nos femmes. Non, pas les miennes en particulier, mais celles de certains d'entre nous. Qui participaient aux orgies, une en particulier faisait partie du groupe. C'était une femme qui faisait partie du groupe, plus une autre. T8. Oui, puis on était devenus 12, mais cette phase n'a pas duré longtemps. De là, on a découvert que cette pratique des orgies nous amusait. Se droguer et faire les orgies dans les maisons comme des fêtes. Mais ça voulait dire que la femme de l'un de vous devait se donner aux autres? Oui. C'était une règle? Non, c'était libre. Un choix, elle. Oui, c'était une chose libre. Il n'y avait pas d'imposition. C'était un moyen de montrer que nous étions libertins, Ok. que le sexe faisait partie de... De votre culture, de votre école de pensée. Oui, exact. Tandis que moi et une autre personne, on était assez gênés. C'est-à-dire que moi, par exemple, le fait de faire du sexe en étant vu par les autres, ça ne... Ça te dérangeait, ça Oui. t'embarrassait. T'arrivais à avoir des rapports sexuels sous l'effet de toutes ces drogues? Oui, Ok. ça dépendait ensuite des drogues. Si c'était trop exagéré, évidemment, non. Mais si j'étais trop défoncé, non. Mais en général, je faisais tout sous effet. Non, la lucidité à ce stade, être lucide n'existait plus. Elle n'existait que pendant la journée à Oui, l'école? peut-être que ça durait 2 heures avant que je recommence à me droguer. Mais tu te droguais aussi à l'école? Oui. Ok. Et tu arrivais à suivre les cours Non, ou tu je t'endormais? séchais. Ou bien ce qu'on faisait aussi, c'était que je sortais de la classe, j'allais fumer un chillum avec quelqu'un d'autre, Ok. et ensuite je partais carrément. Ok, donc pendant les orgies, tu étais un peu gêné, mais tu participais ou pas? J'ai essayé de participer, mais non, T'en profitais pas, non, comme les autres. non. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le contrôle que j'avais au début, avec les séances de spiritisme, avait disparu. J'étais passé dans la phase mineure, donc je devais prouver quelque chose. Ce n'était plus un « allez, découvrons ce nouveau monde ». Non, épreuve de courage, donc je savais que ces pratiques étaient dangereuses. Mais justement, c'est ça qui m'excitait. Les épreuves de courage, qui les imposait? Qui décidait? Les grands. Les grands, donc plusieurs personnes disaient à vous trois, c'était toujours vous trois qui deviez les faire ou un de vous trois? D'habitude, c'était 2 de ces 3-là, parce que l'autre mineur était un peu à part. Il ne savait rien de ce qu'on faisait. Mais il connaissait les épreuves de courage, parce que c'était moi qui lui en avais parlé. C'était un peu comme une invitation, « Allez, viens faire l'épreuve de courage ». Mais quand il s'est rendu compte qu'on allait un peu trop loin, il a arrêté de les faire. Et ils l'ont laissé faire? Parce que lui ne faisait pas partie. Il ne savait pas ce qu'on faisait. Il venait seulement le jour où on faisait les épreuves de courage, donc c'était une chose un Oui. peu à part. C'était un peu comme ça. Lui jouait avec moi, peut-être qu'on sortait une soirée, on allait dans un bar, et après être allé là-bas, on disait « Oh, allons faire ce truc ». Mais lui, il le prenait comme une épreuve de courage. Pas parce que c'était en Ok. groupe, juste comme une épreuve de courage. Mais il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose d'un peu extrême. Donne-moi un exemple d'épreuve de courage. Alors, il y en avait une très stupide qu'on appelait le beach cross de nuit. On allait dans cette carrière, la nuit. On tournait autour de la carrière à vélo. On allait de plus en plus vite et soudainement, on descendait. Donc tu roulais et tu pouvais te tuer. Mais il y avait celle qui... C'était très dangereux. Qui consistait en fait
à défier un groupe, les provoquer et se battre. Donc moi, j'ai pris pas mal de coups dans ces épreuves de courage, parce qu'ils se jetaient sur moi, à 10. Et ils avaient raison, parce qu'au final, les autres ne savaient pas que c'était une épreuve de courage. Ils me voyaient juste ivre, en train de provoquer, alors que moi, en temps normal, je ne provoquais personne. Ça arrivait parce que j'étais en épreuve de courage, et alors je m'excitais. Parce qu'à ce moment-là, tu voulais montrer aux autres quoi? Ta valeur, le fait que tu risquais d'être exclu du groupe? Oui, aussi humilié. Je sortais ce truc du collège, du métalleux, mais la phrase « voyons si t'as les couilles » me faisait faire n'importe quoi. Pourquoi m'as-tu parlé d'orgie, puis de figure féminine quand on parlait des épreuves de courage? Est-ce que c'est lié? Oui, parce qu'il y a plusieurs histoires liées à cela. La première concerne une personne, Chiara, qui faisait partie du groupe et qui avait été entraînée au milieu par cette personne qui disait être un vampire et dont le père était appelé Satan. Elle, dans le groupe, disait avoir le pouvoir par le sexe pour faire croire que c'était une chose satanique. Elle disait être satanique. Et puis bon, ici, c'est une histoire qui implique la famille, mais pas comme accusation, plutôt comme des rumeurs de sa part. Peut-être pour augmenter son importance à un niveau satanique. Elle était convaincue de cela, qu'elle avait le pouvoir par le sexe, donc elle encourageait les orgies. Elle a eu des rapports sexuels avec même plus d'entre nous en même temps. Moi non, simplement parce que cette pratique ne me plaisait pas. Et l'autre niveau d'implication de l'autre sexe est très important pour comprendre comment on en est arrivé à tout ce qui s'est passé. Le facteur le plus important, c'est la femme. On en est même arrivé à tuer pour ça. C'est parti d'une chose simple. Un peu bête même. Fabio, à l'époque, avait 16 ans. Donc, c'était un gamin enthousiaste, il aimait jouer de la musique. Il était génial quand il imitait Lino Banfi, il avait des origines dépouilles. C'était quelqu'un de très blagueur, un peu loufoque, parce qu'il aimait ce genre d'humour. Il prenait tout avec enthousiasme. Même les épreuves de courage, il les prenait comme ça. Mais sa façon d'être portait atteinte à l'image de dur, de méchant, de quelqu'un d'autre. Il n'était pas vraiment accepté à cause de son comportement. Jusqu'au moment où il a commencé à draguer les copines de l'un des plus âgés. Avec les femmes au pluriel d'un de vous, ça veut dire qu'il était permis d'avoir des maîtresses? Non, en réalité, tout était permis. Chacun faisait ce qu'il voulait. Tu veux dire que l'une savait pour l'autre? Oui, mais j'ai utilisé le pluriel, parce qu'il a essayé d'abord avec une, puis plus tard avec une autre. Toutes les deux étaient au courant? Pas en même temps. Non, bien sûr. Mais les deux femmes dont tu parles ont eu une relation avec la même personne? Exactement. C'était l'un des plus grands, celui qui décidait aussi des épreuves de courage qu'on devait faire. Et tu m'en parles parce qu'il a été puni? Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qu'il fait, Fabio? À son âge, c'est normal d'être un peu inconscient. Il y avait cette idée de faire des orgies. Donc, sa vision du groupe, c'était probablement qu'il pouvait tenter sa chance, tu vois. Il voyait cette femme, ou les femmes de ce gars-là, comme plutôt ouvertes à ce genre de choses. Sauf une. Une seule ne participait pas aux orgies. C'était la première femme de ce gars-là. Il a fait une tentative avec elle. On va dire avec la première ex du vampire. Appelons-la comme ça. Ok. Et il a dû en payer le prix. Parce que ça, c'était interdit.
Il l'a fait dans un contexte collectif quand cette femme était là avec vous tous ou de manière plus Il l'a isolée? fait plusieurs fois, aussi en privé. Il a tenté des approches. Mais on était puni même si c'était dans le cadre collectif, donc pendant les orgies, ou malgré Non. tout... On était puni seulement si c'était ma femme. Donc à partir du moment où toi tu fais un pas de plus. Exactement. Fabio a fait cette confusion. Quand les orgies ont commencé à faire partie des pratiques du groupe, il a probablement cru que c'était aussi possible avec elle. Il se trompait bien sûr, mais c'était quelque chose qu'on aurait pu corriger. Ce n'était pas dramatique, mais on se prenait très au sérieux à ce moment-là. Il y avait une nouvelle personne qui venait d'arriver, la violence avait commencé à s'installer en nous, et il y avait cette attitude, cette méthode de bande. Une sorte de gang en train de se former. Les séances spirituelles s'éloignaient petit à petit. Le facteur démon était devenu genre « Ok, salut, j'ai entendu un démon qui m'a dit... » Je le dis de façon un peu superficielle, mais en réalité, c'était très sérieux. Avec quelle fréquence il y avait ces épreuves de courage? Presque chaque fois qu'on se voyait, Ça veut dire? 2, 3 fois par semaine. Ah, wow. 2 fois, ouais. Mais souvent, c'était les mêmes épreuves qui revenaient. Ok. Elles changeaient parfois, mais en gros, il y en avait une dizaine qu'on faisait régulièrement, comme celle des rails. Tu ne t'es jamais défilé, toi? Non, en fait, j'en arrivais même à en proposer de nouvelles, pour moi. Les gars, mais pourquoi je peux pas faire celle-là? J'en proposais une que j'avais imaginée moi. Par exemple, celle de sauter d'une voiture en marche. C'est un truc que j'avais inventé. À quelle vitesse? 80. Ce n'était pas toi qui conduisais, mais tu devais Exactement. sauter de la voiture. Et celle des rails? Celle-là, c'était une idée du groupe. Et ça consistait en quoi? Il y avait une zone près de Vignaté, où passaient des rails, genre dans un champ. C'était à ciel ouvert, il n'y avait pas de barrière. On attendait que le train arrive, et au dernier moment, tu devais traverser de l'autre côté. Ok. Le défi, c'était de passer de plus en plus près du train. Personne n'est jamais mort dans une de Non, ces non. épreuves de courage? Non, il y a eu des blessures, ça oui. Je me souviens qu'on a fait une épreuve de courage, Fabio et moi. On a presque détruit le scooter parce qu'on a franchi cette fameuse limite, tu vois. Je me rappelle que Fabio était devant, il conduisait, moi j'étais derrière. Il y avait un poteau, il a accéléré, je me rapproche, lui encore plus près, moi encore plus près. À la fin, on l'a pris, on est tombé du scooter, le scooter s'est à moitié cassé et nous blessés. Moi je m'en suis toujours sorti. J'ai toujours eu de la chance, faut dire la vérité. Et à cause de cette chance, ça renforçait en moi l'idée que j'étais presque immortel. Genre, je pouvais le faire de toute façon. Et eux, ils renforçaient cette idée chez moi. Regarde, tu es devenu comme ça. Si tu étais mort dans une de ces épreuves, tu aurais dit « Je suis mort pour une bonne cause parce que j'ai prouvé que... Sur le coup, oui. Mhm. Mais si j'avais survécu avec des blessures graves, peut-être que j'aurais fini à l'hôpital. Et là, quelque chose m'aurait arrêté. » Revenons à Fabio et ses deux approches qu'il a eues avec les petites amies de la même personne. Pourquoi tu m'en as parlé? Parce qu'on parlait de figures féminines liées aussi aux orgies. Et maintenant, j'explique pourquoi. Parce que tout ça a un sens. Un sens important. Après, j'étais en train d'oublier un truc important. Je dois revenir un peu en arrière, parce que c'est une Bien sûr. histoire très importante. On est en 95, quand j'ai mis cette fameuse annonce sur Metal Sur Shock. ce magazine, ok. A répondu une femme, que j'appellerai Paola, une femme très importante pour moi. Ok, un nom fictif. Oui, Ok. j'en parle parce qu'elle a eu un grand rôle dans l'histoire. Je poste cette annonce, Ok. elle répond, parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Peut-être que je mettais une annonce pour un batteur, mais des gens m'écrivaient quand même. Parce qu'ils écoutaient un certain style de musique, ou pour les concerts, ou parfois même des filles, juste pour faire connaissance. Elle m'a contacté pour faire connaissance. À l'époque,
j'avais des pensées un peu extrêmes. Elle, comme tu peux le voir dans mes écrits, je me coupais, je mettais mon sang sur des lettres, elle recevait mes lettres avec des lames pleines de sang à l'intérieur. À l'époque, ces choses étaient considérées comme vraiment folles. Et elle, au lieu de me repousser, elle a été attirée. Ce qui, au fond, était un peu mon but. Je voulais aller plus loin, disons-le comme ça, de manière extrême. Et elle, j'ai réussi à lui faire de l'effet. Mais c'était une relation étrange, parce qu'elle ne m'envoyait jamais de photos. Ces lettres arrivaient à cette personne qui s'intéressait à moi, on échangeait des cassettes, elle m'en enregistrait, mais elles arrivaient par Paco, de Sardaigne. Et moi, je répondais toujours avec ces lettres pleines de sang, ou avec des phrases très extrêmes, genre « je tuerai les prêtres ». Je laissais sortir cette partie de moi avec elle, une part très extrême. Soit je faisais bonne impression, soit je la faisais fuir, ça m'aurait bien fait rire. Non seulement tu ne la faisais pas fuir, mais tu l'attirais. Mais si parfois tu fais... Je ne dis pas trop pour impressionner, mais si tu trouves quelqu'un qui te correspond, tu n'as pas peur qu'elle, justement, parce qu'elle te correspond si bien, puisse t'emmener à un niveau encore plus profond? Alors là, il y avait de cette manière de penser que l'amour, c'était quelque chose de mauvais dans le groupe. Ça te rendait faible. Si tu aimais quelqu'un, tu étais un peu le faible. Donc, ma peur était plus celle-là que celle que tu dis. Si je tirais trop la corde, je me disais, si elle tombe amoureuse de moi, ce n'est pas bon. Parce qu'elle ne peut pas accepter, ou bien elle est aussi extrême que moi, alors il peut y avoir une relation entre elle et moi. Sinon, elle va faire l'inverse. Probablement mon inconscient profond, c'était aussi qu'elle voyait, peut-être qu'elle était plus mature que moi, et qu'elle avait remarqué mon malaise. Elle voulait aussi m'aider, mais évidemment, je la repoussais, en trouvant comme excuse, « Je ne te vois pas en face. Il ne peut pas y avoir de relation entre nous parce que je ne te vois pas en face. » Je lui ai envoyé des photos de moi, toujours posées avec des crucifix volés, dans les cimetières, à l'envers. Je me faisais prendre en photo et je lui envoyais ça. Mais elle continuait à me répondre. Donc, c'était plus une relation d'amitié qui s'était créée. Mais j'ai pris mes distances, sans même savoir à quoi elle ressemblait, en disant non, on ne peut pas être ensemble, toi et moi. Tu es trop loin, je ne te vois pas en face. On avait donné rendez-vous en 98, un peu plus tard, en 99, pour un concert. C'était notre premier vrai rendez-vous. Je le dis parce que ça aura beaucoup de sens après l'incident. Alors, on ferme la parenthèse et on revient à ce qu'on disait avant. On revient à Fabio. On revient à Fabio. Et au Chiara. moment où... Ok, donc un deuxième prénom que tu utilises, et à Chiara. Avant Chiara, il y avait cette... je peux l'appeler Barbara. Ok, toujours un nom fictif. C'était l'ex du vampire. Maintenant, j'utilise des noms pour que ce soit plus clair. Mais ce n'est pas pour se moquer ou prendre ça à la légère, parce que c'est très sérieux. Bien sûr. Beaucoup pensent de l'extérieur. « Eh, mais qu'est-ce que vous feriez si c'était moi ?» Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que quand tu es psychologiquement impliqué dans une affaire de personne ou une histoire, quelle qu'elle soit, tu es concerné. Donc pour toi, c'est la chose la plus importante au monde. Fabio, à ce moment-là, il prenait un peu ça à la légère. C'était un type qui dédramatisait beaucoup, qui plaisantait, toujours joyeux. Il aimait faire l'idiot. Il aimait faire des imitations. C'était une bonne personne. C'était un gars de son âge qui aimait. Oui, il faisait les épreuves de courage. Il y avait un peu cette folie, comme la mienne. Mais ensuite, il redevenait solaire malgré le fait que vous viviez dans un monde sombre. Exactement, parce que lui... Quand il te faisait rire devant les autres, tu ne pouvais pas rire pour ne pas montrer que tu trouvais ça drôle ou tu pouvais... Rire, oui, non. Le truc, c'était qu'il y avait des situations sérieuses entre nous. Peut-être qu'on parlait des choses un peu plus sérieuses. Lui, il se moquait un peu dans ces histoires-là, en parlant de trucs sérieux pour nous. Du coup, ça crée un peu cette ambiance de... Contraste. Oui, même de l'hostilité.
parfois même de la vengeance. Mais lui, il ne s'en rendait pas compte. C'est-à-dire, personne ne lui disait rien à ce moment-là, ou tu ne lui disais même pas toi, allez, arrête de dire ces choses? Non, je lui disais aussi. Je disais, allez, tu exagères. Quelqu'un pourrait se vexer. Mais lui... Il t'écoutait pas. Non, mais ce n'était pas Il ne le intentionnel. percevait pas. Exact. C'est parce qu'il ne donnait pas le poids juste à la situation, ce qui était compréhensible, tout à fait compréhensible. C'étaient les plus âgés qui auraient dû comprendre ça. Mais en fait, nous étions tous psychologiquement déviés et influencés par ce monde qu'on s'était construit, mais qu'on exportait aussi à l'extérieur. Donc, on se sentait encore plus grand, surtout à cause des épreuves de courage et de la tournure violente que la situation avait un peu prise. Les hiérarchies. Fabio essaye encore avec Barbara. Alors un soir, Barbara dit à tout le monde que Fabio a essayé avec elle. À ce moment-là, le vampire, cette personne-là, décide de se venger et implique presque tout le groupe. Il ne m'implique pas parce que j'étais proche de Fabio. Il ne pouvait pas me convaincre de me venger sérieusement de Fabio. Un soir, excusez-moi, on va à la Villa Fiorita de Brugherio, un parc près du centre de Brugherio, la nuit. La nuit, vers 23h, ce genre de choses. Je me souviens toujours qu'à l'époque, Fabio et moi, on avait des horaires. On ne pouvait pas trop déroger, sauf si on avait déjà les bonnes excuses préparées. On entre dans le parc, et soudain, je vois qu'ils prennent les cigarettes, regardent Fabio de travers, 5 d'entre eux, et lui éteignent les cigarettes dessus. Là, j'ai eu la première preuve qu'il y avait quelque chose de bizarre entre nous. On n'était plus ses frères, ses vrais amis. Il y avait quelque chose de différent. Et puis, je l'appelle vampire parce qu'il s'est fait mordre sur les brûlures de cigarettes. Je l'appelle vampire parce qu'il croyait vraiment l'être. Alors il se mordait, lui laissait une vilaine blessure sur l'épaule, en plus des brûlures. À ce moment-là, j'ai arrêté tout ça et j'ai dit « Mais qu'est-ce que vous faites? Laissez-le tranquille !» Je l'ai raccompagné chez lui et ensuite, son père a trouvé Fabio dans cet état. Mais quand ils ont fait ça à Fabio, est-ce qu'il a essayé de se défendre? Non. Il s'est laissé faire comme pour dire « je le mérite » ? Oui. Oui. Parce que pour lui, c'était comme des frères. Il a accepté un peu aussi par peur. Et toi, tu n'as pas pu réagir sur le moment? Non, ça m'a vraiment pris de court. Je me suis même approché pour voir si c'était vraiment en train d'arriver. Puis j'ai vu qu'ils l'ont mordu. J'ai été choqué, je dois dire la vérité. Je ne savais pas si c'était une épreuve de courage ou quelque chose de sérieux. Parce que Fabio, ensuite, il a pensé que c'était aussi une épreuve de courage. C'est pour ça qu'il a refait la même erreur. Une deuxième fois. On le disait quand il y avait une épreuve de courage ou bien on te demandait quelque chose sans vraiment le souligner? Mais dans ce cas-là, on avait dit qu'il avait payé. Ok, donc il avait compris qu'il avait payé pour son erreur ou on lui avait expliqué? Oui, on lui a juste dit « tu as payé ». Il ne donnait pas beaucoup d'explications, mais lui a compris aussi qu'il avait passé l'épreuve de courage. Donc, ceux autour de lui ne voulaient pas accepter qu'ils pouvaient être des ennemis. Ils étaient toujours des frères. Il essayait toujours d'avoir une attitude légère, même après cet épisode-là. Quand son père l'a vu dans cet état, qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens qu'il a appelé tout le monde en regardant dans le répertoire de Fabio. Avant, on faisait comme ça. On cherchait les numéros et on appelait à la maison. Je me rappelle avoir donné des explications vagues. Je voulais dire que je ne savais pas. Je ne savais même pas quoi inventer. Ok. Pour protéger les autres et pour maintenir encore cette dynamique de groupe. Et Fabio, il dit rien. Il dit pas la vérité. Non, je me souviens qu'il avait inventé qu'il avait été victime d'une bagarre. Mais il n'a pas donné d'explication.
Il a inventé un mensonge pour rester dans le groupe. Après cet épisode, il se passe que... Tu as aussi mentionné un prénom féminin tout à l'heure. Il lui arrive quelque chose à elle aussi ou pas? Non, ça arrive après. Ok. Avant cet événement, il y a eu un autre fait important, où on dépasse la limite avec les gens. Il y a eu un cas similaire, mais devant tout le monde. Imagine, je ne sais pas si tu te souviens de la foire de Sinigaglia, si tu y es déjà allé dans les années 90. Bref, imagine que c'était un endroit plein de monde, parce qu'il y avait ce marché, et devant ce marché municipal, il y avait toutes les compagnies. Donc on était là, environ 300 personnes, peut-être même plus, selon le samedi. Il y a Porta Ticinese, et ce fait est arrivé à l'intérieur de Porta Ticinese. Il y avait une autre personne qui jouait du métal. Elle aussi faisait partie des compagnies. Elle n'était pas liée à nous. Mais c'était un inconnu qui voulait entrer dans le groupe. Il me semble qu'il a dit quelque chose qui n'allait pas au vampire. Et il a été puni. Devant tout le monde qui passait, avec des cigarettes. Puis il a été mordu. En fait, cette personne est ensuite allée témoigner au procès. Donc, ça s'est passé devant tout le monde. Pour le brûler avec les cigarettes, il lui a enlevé le t-shirt. C'est-à-dire qu'il a été mis... Il a été bloqué. Devant tout le monde. Ils ont formé un cercle. Par 7 d'entre nous, oui. Il y avait aussi d'autres gens. Tout le monde a vu ça. Okay. Ils ont éteint leurs cigarettes une par une sur lui. Et en plus, il a eu la morsure finale. Après, il est allé à l'hôpital, aux urgences, pour se faire soigner. Ok. S'il avait franchi la limite, ce n'était plus une simple chose. À ce moment-là, tu pensais à partir ou est-ce qu'il y avait encore des principes qui te liaient à eux? À l'époque, pour moi, le groupe avait pris... C'était étrange, je le voyais un peu bizarre, mais il avait pris une forme de force comme bande. Ok. Laquelle? Le respect. Ok. Mais cette personne qui faisait ces actes, elle le faisait que parce qu'elle était soutenue par certains autres d'entre nous. C'est-à-dire qu'on se donnait de la force, les uns aux autres, dans le négatif, dans la folie. Après cet épisode que tout le monde avait vu, donc ils nous voyaient toujours traîner, personne ne nous a rien dit. Après cet épisode, il y a eu celui avec Chiara, de la part de Fabio. Comme Chiara participait aux orgies, et s'était donné à certains d'entre nous, Fabio s'est senti, même si c'était quand même la copine de cette personne, le vampire, il s'est senti légitimé à tenter sa chance. Séparément. Oui. À ce moment-là, elle le dit. Mais il n'avait pas déjà payé pour une erreur similaire peu de temps avant? Ah oui, mais il l'a quand même fait. Combien de temps après? Peut-être même pas dans un mois. Il l'a refait. Cette fois, cependant, il se sentait plus légitimé. Probablement qu'à l'intérieur de lui, il pensait que cette fois, il pouvait le faire. Je ne sais pas. Je me souviens seulement que, d'après mes souvenirs, il riait, il ne s'en rendait pas compte. Il en riait même. Et puis, il humiliait un peu cette personne, le vampire. Le vampire, par exemple, faisait des grimaces en faisant semblant d'être un vampire dehors. S'il riait ou se moquait de lui devant tout le monde, lui, il mettait ça de côté. Ensuite, il se vengeait. D'abord, il devait nous convaincre. Puis la vengeance commençait. Il ne le faisait pas lui-même tout de suite, directement. Il devait impliquer tout le groupe pour montrer que si un petit faisait quelque chose à un grand, comme un manque de respect, mais dans ce cas, ce n'était pas possible. En fait, c'était confus. Parce que si elle faisait des orgies, en théorie, Fabio pouvait lui demander d'avoir des relations sexuelles. Ce n'était pas mal. Dans une situation normale, mais évidemment, ce n'était pas une situation normale. C'était simplement une deuxième fois où cette personne voulait montrer à la hiérarchie qu'elle était un peu plus au-dessus, même des autres grands. Et qu'est-ce qui se passe? Cette fois, ils l'ont très mal pris.
Donc ce n'est pas seulement Fabio qui doit payer, Chiara doit aussi payer. Parce que son attitude voulait dire qu'elle ne devait pas non plus. Parce qu'elle aurait enlevé, elle a enlevé la crédibilité à lui et le pouvoir à lui qui était... Quand ces choses ont commencé, puisqu'on parle de hiérarchie, lui c'était Non. le chef? C'était seulement un des grands qui devait paraître encore plus grand. D'accord. Il n'y avait pas de chef. Il y avait les grands et il y avait les petits. Exact. Ok. Il décide que, ou plutôt, il décide qu'elle doit aussi payer, parce que selon eux, elle minait l'importance de cette personne, Ok. parce qu'elle avait décidé seule de faire ce qu'elle voulait, donc il n'y avait pas de respect à son égard, selon eux. C'était vraiment un discours purement machiste, ou quelque chose de dévié. Mhm. Mais à l'époque, on considérait que elle aussi devait payer parce qu'elle l'avait trahi. Et se payer était vu comme une épreuve de courage. C'est passé comme ça. Vous, comme punition, vous devez faire une épreuve de courage très dangereuse. Parce qu'en fait, dans ce cas, il n'y a pas eu de punition physique directe du groupe envers Fabio ou Chiara. Vous étiez ensemble, vous deviez faire une épreuve de courage très dangereuse. C'était le Nouvel An à l'époque. Vous entrez dans une voiture et quelqu'un met des pétards dans le réservoir d'essence. Quand ça commence à brûler, vous devez rester le plus longtemps possible à l'intérieur, avant que ça brûle complètement. C'est-à-dire risquer votre vie. Et en fait, ils l'ont fait et sont sortis à temps. Mais ils ont pris ça comme quelque chose de positif. Fabio était super excité. Il avait réussi à sortir à temps. Il avait passé une épreuve très dure. Elle aussi. Et on leur a dit que ce serait une sorte de pardon pour ce qu'ils avaient fait? Ça veut dire qu'après cette épreuve, s'ils la réussissaient, tout aurait été ça réglé devait comme être ça? réglé comme ça. Mais ce ne fut pas le cas. Mhm. Parce qu'au lieu de régler les choses, cette autre personne s'est sentie encore plus en dessous. Parce qu'elle avait passé une épreuve de ce genre, et en théorie, dans sa tête et dans celle des deux autres, qui étaient les plus grands, ils pouvaient le dominer, parce qu'ils avaient passé une grosse épreuve. Ok. Jusqu'à ce que... La deuxième épreuve de courage, c'est celle du délit. Ça n'a pas lieu la même soirée? Non. Ça a lieu 17 jours plus tard.